Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes débutant en JDR et vous êtes débutant en solo, vous avez envie de vous lancer tranquillement dans votre coin et à votre rythme. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est possible ensemble. Cette vidéo va être très longue et je m'en excuse, mais je me suis dit que pour vous, ce serait beaucoup plus fluide d'avoir une seule vidéo plutôt qu'un certain nombre de parties et qu'il faille chercher partout, etc. Le but, c'est de vous faciliter la vie. Du coup, n'hésitez pas à vous préparer une petite boisson, une collation, un truc comme ça, parce que ça va durer un peu. Préparez aussi de quoi écrire. Toutes les étapes vont être faites dans cette vidéo. Nous allons aborder tout ce que vous devez mettre en place pour pouvoir jouer de votre côté. Donc normalement, une fois sorti de cette vidéo, vous serez prêt à faire votre fiche perso et à lancer votre partie. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas une professionnelle de Donjons et Dragons. J'utilise ce JDR pour le loisir, pour m'amuser. Il est possible que je fasse des erreurs dans les règles, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si il y a quelque chose qui est pas bon, mais restez bienveillants, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour être les meilleurs experts du monde avec la plus grosse. Cette vidéo va être découpée en 3 gros chapitres. Le premier, ça va être tout ce qui va être matériel, de quoi vous avez besoin pour jouer sereinement. On va ensuite parler de tout ce qui est un peu règles, qu'est-ce qu'il faut lire, quelles sont les choses qu'il faut avoir compris pour pouvoir lancer sa partie, parce que vous verrez, il faut moins de choses que ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas. Donc on va préparer ensemble notre partie et on va y jouer en quasi direct, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe et que vous sentiez moins anxieux à l'idée de vous lancer la première fois. Avant qu'on attaque, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Déjà, ça aide beaucoup ma chaîne pour l'algorithme, donc je vous en remercie pour tous les gens qui le font à chaque vidéo. Mais aussi, pour toutes les questions, vous n'hésitez pas, on essayera de vous répondre rapidement. Ne restez pas isolés avec vos problèmes de règles. On est tous passés par là, on a tous débuté, il y a des choses des fois qui nous paraissent un peu saugrenues, donc voilà, posez la question. On va commencer à parler du coup du matériel pour jouer, j'espère que vous êtes prêts. Alors si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez que je vais vous parler de Donjons et Dragons, mais aussi de Dragons. Ce sont deux licences qui ont exactement les mêmes règles, donc vous pouvez prendre l'un ou l'autre selon ce que vous préférez. En gros, je vous dirais que la différence est un peu sur le visuel et aussi la façon dont c'est rangé. Dragon a 4 livres, donc vous avez les règles de base, vous avez ensuite tout ce qui est sort et magie, vous avez les monstres et vous avez du lore. Donjons et Dragons, c'est autrement, vous avez le manuel du joueur, le manuel du maître du jeu et ensuite les monstres. Donjons et Dragons a aussi du lore, mais le lore est beaucoup plus dispatché et c'est plus un patchwork d'histoire que quelque chose qui a vraiment un début et une fin entre guillemets. Donc ça peut être un peu déroutant pour les nouveaux joueurs. Et comme vous le voyez, il y a 2 éditions pour la 5e de Donjons et Dragons, donc l'ancienne de 2020 quelque chose et la nouvelle qui est 2024, donc qui vient d'arriver chez nous en France là en 2025. Et à la question lequel prendre, je vous dirais que si vous n'en avez aucun, vous pouvez partir sur le nouveau. Il est un peu plus joli, je trouve, il est un peu mieux expliqué peut-être. Mais si vous avez les anciens ou si peut-être vous les trouvez d'occasion du coup pour que ce soit moins cher, ça va tout à fait. Ce qui va changer entre les deux, c'est très minime, ça va pas changer votre vie et encore moins pour le solo. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Du coup, est-ce qu'il faut acheter les 3 ou les 4 pour jouer au début? La réponse est non. Ce qui va vous être vraiment utile, c'est le manuel du joueur puisque ça vous permet de créer votre fiche personnage. Si vous êtes chez Dragon et que vous voulez jouer un sorcier ou ce genre de choses, il vous faut quand même celui de la magie parce que les sorts sont à l'intérieur. Tout ce qui concerne les mobs, donc le manuel du monstre, vous retrouvez une grande partie légalement sur internet, sur des sites comme D&D, donc vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dedans. Vous pouvez voir avec le temps si ça vous servira. En passant, j'ai une petite préférence pour Dragon par rapport au manuel des monstres parce que ils sont rangés par zone et par niveau, alors que chez Donjons et Dragons, ils sont rangés par ordre alphabétique. Je comprends les deux moves, mais pour du solo, c'est plus facile de dire bon là, je suis dans la campagne et voilà mon niveau, donc je veux affronter quelqu'un de pas trop fort. Mais voilà, comme dit, c'est une question de goût et les deux feront très bien l'affaire, ne vous stressez pas trop. Une petite dernière chose, Dragon propose ses PDF à prix libre pour ces 4-là, donc pour débuter, ça peut être une bonne idée aussi pour un peu jeter un œil. Même dans le sens où vous hésitez entre les deux, finalement ça vous permet au moins de voir ce qu'il y a dans Dragon avant d'investir dans les livres physiques si c'est ce que vous préférez. On va parler maintenant de ce qui
qu'il vous faut pour le solo. Parce que si vous jouez seul, vous avez besoin d'avoir quand même un maître du jeu et dans notre cas, on va l'émuler. Il vous faut du coup des cartes comme ceci qui sont des cartes d'événements et en fait, au fur et à mesure de votre aventure, vous allez piocher des cartes et on va vous dire attention, il se passe quelque chose derrière toi, attention, ton ami le plus proche t'a trahi ou ce genre de choses qui vont créer énormément de rebondissements et faire en sorte que vos histoires partent dans des directions que vous n'aviez pas du tout prévues. Les cartes de Stolothésie sont fournies avec d'autres outils comme ce petit livret où à l'intérieur vous avez un oracle, donc ça vous permet de poser toutes les questions fermées à votre MJ, du genre est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, est-ce qu'il y a du monde dans cette taverne, est-ce que quelqu'un me regarde bizarrement, et aussi vous trouvez des mots-clés qui sont là pour les questions ouvertes. Qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte, qu'est-ce qui me saute aux yeux quand je regarde cette pièce. J'ai créé cet ensemble d'outils pour qu'il soit le plus simple à utiliser en fait en partie, que vous puissiez rester focus sur votre aventure, que ce soit le plus immersif en fait possible pour vous et que ce soit à la fois assez large et assez précis pour que ça colle toujours avec votre aventure mais qu'en fonction de ce que vous jouez ça change du tout au tout. Si jamais en petit bonus, faut savoir que c'est compatible avec tous les jeux en médiéval fantastique, c'est pas du tout dédié à la 5e ou à D&D ou autre, c'est vraiment pour tous les jeux Medfan et après pour tous les jeux qui sont contemporains ou futuristes, vous avez un autre deck qui du coup va plus coller avec tout ce qui est histoire d'électricité, etc. Donc simplement avec 2 decks de base, vous pouvez jouer à littéralement tous les JDR que vous voulez. Mais aujourd'hui on reste focus sur la 5e et on continue. Il y a autre chose qui est essentielle pour Donjons et Dragons et c'est bien sûr les dés. Alors vous pouvez bien sûr lancer des dés sur des applications mobiles, sur internet, mais vraiment je vous conseille l'investissement de vrais dés qui roulent parce que ça fait vraiment partie des plaisirs du JDR. Vous en trouvez de toutes les tailles, en tout matériaux, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir par rapport à ça. Alors la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre un lot qui contient en général 7 dés, donc vous avez un dé de chaque sorte, et avec ça normalement vous pouvez jouer à tous les JDR. Alors il y a d'autres JDR, je dis pas, où faut lancer plus de dés, etc. On peut toujours en racheter ou lancer plusieurs fois le même, mais en tout cas avec un set de base, vous pouvez tout faire. Donc partez là-dessus pour votre premier lot de dés. Une des particularités de Donjons et Dragons, c'est que c'est un jeu avec des phases de wargame. C'est-à-dire que vous allez avoir des phases où vous allez jouer votre personnage, raconter son histoire, rencontrer des gens, faire des jets de compétences. Donc les jets de compétences, c'est par exemple sauter par-dessus une falaise, ouvrir une porte, réussir à embobiner quelqu'un, ce genre de choses. Mais vous avez aussi des phases de combat qui sont assez proches du wargame, dans le sens où vous allez avoir une grille sur la table et vous allez bouger les pions, les personnages, calculer les distances, calculer les choses que vous pouvez faire ou pas. On le verra de toute façon ensemble en direct un peu plus tard, mais en attendant, si vous êtes vraiment curieux, n'hésitez pas à faire pause à cette vidéo et regardez peut-être du côté de Baldur's Gate, qui vous permet de voir un petit peu comment peut se passer un combat, même si bien sûr dans un jeu vidéo, ça va être un peu plus joli, mais dans l'idée c'est la même chose, c'est calculer la distance de déplacement et ce qu'on peut faire. Comme vous le comprenez, pour ça, le plus simple, c'est quand même d'avoir une grille, et qu'est-ce qu'il faut acheter, étant donné on se dit oui, mais les décors, ils changent, etc. Il y a 2 solutions qui sont vraiment sympas quand on débute. La première, c'est la plus simple, vous allez simplement imprimer cette grille sur du papier. Si vous le souhaitez, vous pouvez même la plastifier en plus pour pouvoir passer avec des feutres ardoises dessus, puis effacer, puis ajouter des éléments, etc. Vous pouvez en imprimer autant que vous voulez pour les mettre côte à côte si vous avez besoin d'un terrain plus grand. Sincèrement, moi j'ai commencé avec ça marche super bien et je m'en suis jamais débarrassée parce que la taille est pratique, enfin vraiment, ça sert tout le temps. Ça permet juste de bien visualiser les choses sur la table et c'est nickel. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter des grandes battle maps, donc c'est des cartes qui vont être pareilles, déjà plastifiées mais en beaucoup plus grand. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ok, du coup comme vous le voyez, c'est une grande carte comme ça qu'on peut poser sur une table et vous voyez c'est plastifié, donc on peut dessiner dessus et vous voyez bien les petits carrés. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Alors bien sûr, il y a plein d'autres alternatives que vous pouvez prendre pour les cartes. Voilà, il y a des gens qui font des terrains en miniature, il y a des livres avec plein de cartes différentes. Le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque chose, mais c'est qu'ensemble, en arrivant au bout, vous puissiez vraiment avoir déjà dans les mains quasiment tout le matériel qu'il vous faut pour vous lancer. Et après, en fonction de vos parties, vous verrez bien ce qui vous manque ou quelles sont les choses que vous voulez approfondir. La toute dernière chose qu'il vous faut, c'est de quoi écrire et un stylo, donc rien de compliqué. Le cahier de votre choix, le stylo de votre choix. Et ça y est, vous êtes parti. On a tout regroupé, comme vous l'avez vu, c'était pas si compliqué que ça. On fait un petit récap rapide pour vous aider. Il vous faut du coup le livre pour apprendre les règles du jeu, de quoi émuler votre OMJ comme la Stolothésie, des dés, c'est important quand même, de quoi gérer vos combats en imprimant une grille et en la plastifiant si vous le pouvez. Pour les jetons, vous inquiétez pas,
tout marche. Des pièces de monnaie, des dés, des feuilles d'arbres, ce que vous voulez, on s'en fout, ça marche. Et pour finir, de quoi écrire. Lancement du chapitre 2. Maintenant, on attaque le vif du sujet. On va parler du livre, on va parler des règles, on va parler de la fiche personnage. Donc il va falloir que vous accrochiez un peu. Je pense que c'est le moment où il va falloir faire le plus de pauses durant cette vidéo. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Et comme d'hab, si vous avez des questions, il y a les commentaires. À ce stade, vous devez être un petit peu angoissé en vous disant « Oh, c'est super épais, puis il y en a genre 2 à lire comme ça, je vais jamais réussir à lire tout ça. » C'est vrai, voilà, vous ne pouvez pas ingurgiter les 2 livres, celui du joueur et celui du MG en même temps, parce que vous êtes débutant, il y a trop de règles, il y a plein de trucs qui vous servent à rien, parce que par exemple ça va servir dans des cas extrêmement précis qui sont assez rares. Le but là, ça va être que je vous montre quoi lire à l'intérieur du livre, comme ça déjà on va un peu fluidifier ce moment pour qu'il soit un peu moins douloureux à passer, et surtout tout ce que je vais vous expliquer dans ce chapitre, en gros c'est ce que vous allez lire, et du coup le fait d'avoir une explication orale, je pense que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donjons et Dragons, c'est pas des règles que je trouve particulièrement difficiles en vrai. Il y a beaucoup de petites choses et c'est à ça qui fait qu'on peut se perdre, mais en fait tout se joue sur une certaine logique. Quand vous arrivez à la capter, quand vous comprenez en gros comment marche tout le schmilblick, vous allez voir derrière que c'est beaucoup plus facile. Pour vous donner une petite idée, la première fois que j'ai fait ma fiche personnage, je crois que j'ai mis 2 jours avec le livre en parallèle. C'est normal, la première fiche personnage est toujours la plus longue, surtout si on n'a pas une aide visuelle et en temps réel comme on va le faire ensemble maintenant. Mais une fois que celle-ci sera faite, vous allez être libéré, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On va donc commencer par focus le livre du joueur parce que c'est de lui dont on va avoir le plus besoin. Il va expliquer la majorité des règles de la vie quotidienne de notre personnage et c'est aussi lui qui vous permet de créer tous les personnages que vous voulez. On va du coup jeter un œil au sommaire, ça va vous permettre de voir un petit peu comment est structuré le livre et ça va vous aider. La première partie c'est aux portes de l'aventure, donc en fait on vous explique un petit peu comment ça marche globalement. On a ensuite le chapitre 1 qui vous explique comment jouer. Ça, vous devez le lire. En gros, ça va vous expliquer les règles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause, à prendre le temps de jeter un œil. Il y a plein de choses dedans que vous n'allez pas comprendre tout de suite. C'est normal. Beaucoup de règles vont dépendre d'une autre chose qu'il faut avoir compris, etc. Et du coup, des fois, on a tendance à faire un petit peu ping-pong comme ça. Ensuite, vous avez la création de personnages pour vous accompagner dans la création de votre fiche perso. Donc ça, vous pouvez le lire au moment, en fait, où vous allez la créer. Et ensuite, vous avez toutes les différentes classes. Et là, je vous invite à ne lire que celles qui vous intéressent parce que les lire toutes vraiment c'est beaucoup trop, vous allez souffrir. Nous ce qu'on va faire pour cette vidéo c'est qu'on va partir avec un personnage guerrier parce que c'est un personnage qui n'a pas de magie. Alors la magie, qu'on soit d'accord, c'est pas incroyablement plus compliqué, c'est juste que c'est la même chose que sans magie plus quelques petites règles, on va dire ça comme ça. Donc on va d'abord faire le sans magie et après vous pourrez facilement bifurquer sur un mage si c'est ce que vous avez envie de jouer. Je sais que pour le premier perso on a souvent envie d'un mage, mais je vous propose d'y aller étape par étape pour éviter de trop s'en mêler les pinceaux. Ces 2 paragraphes là, c'est les origines et les dons du personnage. En fait, c'est par rapport au background que vous allez lui donner en fonction de ce qu'il a vécu dans son passé. Vous pouvez lui ajouter des petits bonus. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on ne s'en serve pas, comme ça on simplifie, et puis quand vous serez un peu plus à l'aise, et là vous pourrez aller jeter un petit œil, voir s'il y a des trucs qui collent avec l'histoire, et profiter de bonus qui sont, ma foi, plutôt intéressants pour certains. On a les équipements, ça vous sera utile aussi pour savoir avec combien de dégâts vous allez taper votre ennemi, parce que bien sûr, si vous utilisez une petite dague ou une massue, ça n'aura pas la même conséquence sur le mob que vous voulez attaquer. Là ça paraît tout petit, mais c'est les sorts, il y en a beaucoup, donc tout ça on va mettre hop sous le tapis, vous en occuperez plus tard quand vous jouerez un personnage qui l'utilise. La toute fin c'est un petit peu de lore de Donjons et Dragons, mais comme je vous expliquais, il y a beaucoup de campagnes qui sont un peu indépendantes les unes des autres. Donjons et Dragons, encore une fois, c'est un patchwork de choses, on n'est pas sur quelque chose que vous allez pouvoir lire entièrement, ça va être très compliqué et surtout dans la 5e édition, il y a beaucoup moins de livres de lore, de livres par rapport au setting, etc. On est plus sur des campagnes en traduction française en tout cas. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours chercher sur internet, voir dans les anciennes éditions, il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc voilà, il va falloir un peu fureter. Je vous propose maintenant d'attaquer la fiche personnage ensemble. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous montre comment utiliser le livre pour ça. Je vous montre aussi mes petites astuces pour aller plus vite. Je vais au fur et à mesure vous expliquer des petites choses, mais dès qu'on aura fini la fiche personnage, on se posera ensemble pour vraiment bien comprendre comment faire des compétences
compétences et comment faire des combats. J'ai imprimé ma fiche personnage, alors c'est une fiche personnage personnalisée que j'ai créée, que j'ai dessinée. Du coup, il y a pas mal de feuilles, il n'y a pas tout qui va nous servir. Pour cette vidéo, on va surtout se servir de ça, c'est le plus important, c'est ce que vous allez le plus voir. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez tout à fait la plastifier pour écrire avec un feutre du coup à ardoise et pouvoir effacer parce qu'il y a des petites choses qui vont changer pendant votre partie, comme par exemple vos points de vie. Pour cette partie, nous allons donc jouer Torgan et son petit nom c'est Crâne de fer, bah oui, hein, parce que quitte à, hein, allons-y à fond. On va déjà remplir les petites choses qui sont les plus faciles, qu'on voit directement et qu'on sait. Donc son genre, c'est un homme, sa classe, c'est un guerrier, c'est ce qu'on avait décidé ensemble tout à l'heure. Et on va voir maintenant pour le peuple ou la race, hein, appelez ça comme vous préférez, et le reste dans le livre. Alors dans le chapitrage ici, nous avons la description des espèces et c'est vers ça qu'on va commencer à se tourner pour choisir. Hop. Donc on part en page 186 et nous avons déjà des petites indications. Donc nous avons les Aasimars, nous avons les Drachéides, on va pas tous les lire, les elfes, je sais que vous aimez bien jouer des elfes, les gnomes, les goliaths, les alphelins, les humains, et c'est sur les humains qu'on va s'arrêter, parce que on va simplement jouer un humain aujourd'hui. Je pense que ça colle pas mal avec mon personnage. Alors, si vous voulez lire les autres quand vous choisissez, n'hésitez pas, mais ne lisez pas tout. Par exemple, les traits, c'est vraiment pour la création de la fiche personnage. Donc à la limite, vous pouvez lire le petit paragraphe qui vous présente quelles sont les spécificités en fait de cette espèce. Ok, du coup, lisons les choses ensemble. Donc type de créature humanoïde, catégorie taille M. Alors la taille M, en fait, ça permet juste de classifier un petit peu la différence de taille que vous trouvez entre les monstres, les gens, etc. Et ça vous permet un peu de savoir s'il y a un conflit, qui c'est qui va réussir, par exemple, à pousser l'autre facilement, ce genre de choses. C'est juste pour aller plus vite et ça apporte aussi des petites choses pour les combats, puisque comme je disais, c'est du wargame. Et par exemple, quelque chose qui est très petit va pouvoir passer sur la case d'un personnage qui est moyen, par exemple, entre ses jambes. Là où deux humains, ça paraît quand même beaucoup plus compliqué de sauter par-dessus son pote. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous propose soit en taille moyenne, donc entre 1m20 et 2m15, ou en taille petite, du coup de 60 à 1m20, 60 cm. Donc nous allons partir sur un humain de taille moyenne, et du coup, je vais juste prendre l'autre page. Et ici, j'ai la description de mon personnage. Donc, il va mesurer 1m80. Ça me paraît bien. En dessous, nous avons ceci. Et ceci est très important. Il y a marqué vitesse 9 mètres. La vitesse, on l'écrit aussi sur notre fiche personnage. Et en fait, ça correspond à combien, quand c'est son tour de jouer pendant un combat, il peut se déplacer de cases. Alors dans un monde parfait, une case ferait 1 mètre, mais étant donné que les États-Unis n'ont pas les mêmes façons de compter que nous, et du coup chez nous, une case est égale à 1,50 m. Du coup, notre guerrier pourra se déplacer de 6 cases quand c'est son tour. Moi j'aime bien le mettre entre parenthèses, comme ça, voilà, ça me sort plus de la tête. Il est ensuite écrit, en tant qu'humain, vous disposez des traits spéciaux suivants. Compétent, vous recevez la maîtrise d'une compétence de votre choix. Donc ça c'est très chouette, on se le garde en tête, on peut se l'écrire sur le coin de la feuille pour ne pas l'oublier, plus une maîtrise. Ensuite, il y a ingénieux. Vous recevez l'inspiration héroïque chaque fois que vous terminez un repos long. Donc là, on va revenir sur la page qui se nomme aptitude et vous voyez qu'il y a les regains repos court et repos long. Alors le repos court, ça vous permet de gagner quelques points de vie. En gros, vous faites une sieste d'environ 1 heure, alors qu'un repos long, en gros, vous dormez dans un bon lit pendant 8 heures et vous récupérez tout, dont des fois certains avantages. Donc là, pour un repos long, nous recevons inspiration héroïque. Alors l'inspiration, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un bonus que vous pouvez utiliser quand vous voulez pour avoir avantage sur votre jet. Avantage, ça veut dire que vous allez tirer 2 fois le dé et garder le meilleur résultat des deux. Petite note quand même, ça ne se cumule pas, donc il faut l'utiliser entre chaque repos long et ça peut sacrément vous sauver les fesses. Et ensuite, nous avons polyvalent. Vous recevez le don d'origine de votre choix, doué et recommandé. On en parlait tout à l'heure, les dons du coup ça peut vous aider et du coup on va pas s'en occuper maintenant, mais vous voyez qu'avec l'humain vous pouvez tout choisir et ça c'est très chouette. Bravo à vous, on a déjà bien avancé en choisissant notre espèce et en remplissant les choses qui étaient écrites. Comme vous l'avez vu, en fait c'est pas compliqué, on va juste lire dans l'ordre et venir mettre les choses sur la fiche personnage. Maintenant on va passer du côté des classes et on va aller chercher la page du guerrier. Il a de la gueule quand même, non, notre petit guerrier? Alors pour les classes, vous n'avez pas besoin de tout lire tout de suite non plus.
vous commencez, vous êtes au niveau 1. Et bien sûr, il va y avoir des changements. Plus vous allez monter de niveau, plus vous allez avoir de capacité, de force, ce genre de choses. Mais ne vous en occupez pas maintenant. On peut voir tout ça beaucoup plus tard. Déjà au niveau 1 en solo, vous allez jouer pas mal d'heures et ça vous permettra d'avoir la main sur tout et de pas vous embrouiller. Et du coup, quand il y aura une montée de niveau, vous reviendrez dans le livre pour lire la suite. Pour faire votre fiche personnage, le plus important va se trouver ici dans ce petit encadré. C'est tout ce qui va vous servir, comme on l'a fait avant pour l'espèce. C'est ce qu'on va venir prendre pour le mettre là-bas. Ensuite, comme pour chaque classe, il y a des petites spécificités. Ici, nous en avons 3 pour le niveau 1. Nous sommes niveau 1, donc on peut les lire et les appliquer. C'est ce qu'on va faire juste après. Vous avez ensuite ce tableau que vous retrouvez aussi pour toutes les classes et qui vous permet un peu de voir dans la progression ce que vous avez. Donc nous, on va vraiment s'intéresser que à la toute première ligne puisque c'est le niveau 1. Voyez le reste plus tard. Pour terminer, vous avez les sous-classes. Alors les sous-classes, c'est très fun, mais encore une fois, ça ne nous regarde pas du tout parce que ce sont des choses qu'on va choisir au niveau 3 et en fait, ça va permettre d'orienter votre guerrier dans une direction ou dans une autre. Par exemple, ici, nous avons le champion. Donc le champion, il est super fort, là, c'est le champion du roi, vous voyez le genre. Le chevalier occulte, donc si vous avez envie de partir un peu vers un côté sombre, vous avez le maître de guerre, enfin voilà. En fait, chacun va avoir des spécialités qui sont un peu différentes, mais tout ça, encore une fois, c'est pour plus tard. Ne vous stressez pas avec ça, vous aurez le temps. Alors, au niveau 1, nous avons le bonus de maîtrise de plus 2. C'est quelque chose qui est très important, on va donc l'écrire tout de suite. Bonus de maîtrise plus 2. Alors, tous les niveaux 1 commencent avec un bonus de maîtrise plus 2. En vrai, il n'y a pas vraiment besoin de ce tableau. Comme ça, vous pouvez le retenir. Mais en gros, le bonus de maîtrise, ça veut dire que si vous utilisez quelque chose que vous maîtrisez, imaginons que mon guerrier maîtrise les épées à une main et qu'il utilise une épée à une main, et en plus de son jet, il y aura un bonus de plus 2. C'est donc très intéressant parce que des fois, ça peut vous faire réussir une action. Avant de revenir à notre petit tableau, nous allons mettre ça de côté et nous allons commencer par faire nos petits points de compétences. C'est un moment que j'aime beaucoup, très amusant. Alors pour calculer cela, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des choses qui sont pré-tirées, etc. Vous pouvez aller voir dans le livre, il vous explique tout. Moi, je vous propose la méthode que je préfère parce qu'elle a tendance à créer beaucoup d'aléatoires et du coup, des fois, vous allez avoir des persos qui sont puissants ou des persos qui ont des grosses lacunes. J'aime que ce soit un petit peu hasardeux en fait parce que des fois, de pas avoir un personnage qui soit très équilibré, ça nous amène à des histoires vraiment très intéressantes. Alors, pour cela, nous allons du coup devoir remplir tout ceci. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Et pour ça, on va lancer 4d6. Je prends un petit post-it. Alors, les 4d6, on va les lancer, vous le voyez, 6 fois, puisqu'il va falloir qu'on ait 6 chiffres. On prend les 4, on les lance et on retire le dé qui est pour nous le moins bon. Alors je dis ça parce que normalement tu retires le plus faible pour avoir un perso fort, mais après chacun sa façon de jouer. Donc là je retire le 1 et du coup nous avons du 13. Donc j'additionne les 3 autres et le premier chiffre est 13. Je recommence ainsi. Donc à nouveau, oh bah dis donc j'ai des bons jets. Donc je retire le 1 et nous avons 15. Ensuite je relance, on va retirer le 2 et ça nous fait 14. Notre guerrier va être ultra badass, je vous le dis. Ah, ce jet là est beaucoup moins bon. Bon on retire un 1 et du coup nous avons 7. Encore 2 fois. Là, on retire le 1 et ça nous fait un 10. Ça va, il y a pire. Allez, un dernier bon parce qu'on a quand même un 7. Et le dernier à retirer, c'est le 3 et ça nous fait un 16. Eh ben, dis donc. Comme vous le voyez maintenant, nous avons nos 6 nombres à mettre ici comme nous le souhaitons. Alors, on va l'écrire en petit, quelle que soit la fiche personnage que vous avez, qu'elle soit custo ou autre. C'est la même chose. Le chiffre qu'on a fait là, en fait, il va servir après à autre chose. Vous allez voir, donc on l'écrit en tout petit. Sur cette fiche-là, du coup, ça s'écrit ici. On a vu sur notre encadré que la caractéristique principale, c'est force ou dextérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qu'il va utiliser le plus pour cogner. Voilà. Par exemple, un mage, il va utiliser plutôt de l'intelligence. C'est logique, parce que pour lancer un sort, c'est ce dont il a besoin. En fait, chaque classe a une autre compétence de prédilection. Ici, on nous propose force ou dextérité. Alors, force, c'est quand ça va être du corps à corps, et dextérité, c'est quand on va plutôt attaquer de loin, en, par exemple, utilisant un arc, ou aussi en lançant une lance, ce genre de choses. En fait, tout ce qui est à distance. Pour notre guerrier, on va faire du corps à corps, donc on va mettre notre plus grand chiffre en force. Donc, le 16, on le met en force et on va le barrer ici.
Maintenant, on doit mettre un peu le reste. Alors moi, j'aimerais bien mettre quand même le 15, qui est le deuxième plus grand, en constitution. Alors la constitution, c'est pas ce qui sert le plus, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on arrive à éviter les coups. Donc la constitution, c'est genre, je suis baraque, je peux encaisser. Donc je le barre aussi. On peut peut-être placer notre petit 7 qui va être catastrophique. Du coup, dans quoi est-ce qu'on va mettre le 7? Qu'est-ce qui est le moins intéressant pour notre personnage? Pour ça, le plus simple, c'est de réfléchir un peu à qui est votre personnage. Pour moi, Torgan, crâne de fer, c'est un colosse barbu avec une grosse cicatrice juste ici, qui a travaillé dans une grande ville à un poste plutôt correct. Et un jour, il en a eu marre de servir les gens, de suivre les ordres, et il a décidé du coup de partir de son côté. Je pense que par rapport à son histoire, du coup, le mieux, ce serait de mettre en intelligence, parce que s'il a servi pendant une grande partie de sa vie des autorités, du coup, il aura sûrement pas eu le temps de se former à des choses qui sont en intelligence, comme la magie, bien sûr, aussi l'histoire, la nature, la religion. Tout ça, il n'y connaît rien. Donc c'est ici que je vais mettre le 7. Il nous reste donc 10, 14 et 13. Je vais mettre le 10 en charisme parce que pour moi, entre sa grosse balafre, le fait qu'il soit pas ultra fort pour pipoter des trucs, mais un peu plutôt rentre dedans et un peu pète sec, ça me paraît logique. Et il nous reste du coup 14 et 13. Et je crois que je vais mettre le 14 en sagesse parce que c'est va être tout ce qui est l'intuition, la perception, la survie. Et pour moi, il est assez instinctif. Et du coup, on va mettre le 13 pour la dextérité, parce que voilà, c'est pas le mec le plus flex du monde. Du coup, si vous êtes au même niveau que moi, félicitations, vous avez fait le plus gros pour les compétences, mais maintenant il va falloir les transformer dans les bonus et les malus. C'est pas compliqué du tout, mais il faut le savoir et il faut comprendre un peu, voyez cette logique-là. Alors ne vous inquiétez pas, vous lancez les dés à ce moment-là, et après par rapport à la fiche personnage, c'est plus le cas, il y aura plus besoin de les lancer et tout, c'est juste une fois. Après, ça va simplement évoluer. Et nous allons maintenant voir ce qui s'appelle les modificateurs de caractéristiques. Donc, les caractéristiques, c'est ce qu'on a calculé ici. Les modificateurs, du coup, c'est leur version simplifiée pour le jeu. Donc, vous allez simplement prendre la valeur qui est ici et noter ce que ça va donner en modificateur dans les gros ronds à côté. Alors ici, on a 16. Donc, par exemple, pour des valeurs de 16, 17, ça fait un bonus de plus 3. Pour des valeurs de 13, ça fait un bonus de plus 1. Pour 15, ça nous fait un bonus de plus 2. Pour 7, ça nous fait un malus de moins 2. Pour 14, ça nous fait un bonus de plus 2. Et pour 10, ça nous fait 0. Félicitations, vous avez encore une fois fait le plus grand. Maintenant, on va juste remplir les petites choses qui manquent et après on passera à la partie des règles où je vais vraiment essayer de vous les expliquer le plus simplement possible avec des petits exemples, puis des combats. Notre personnage est plus fort à certaines choses très particulières qui vont être écrites ici. Ça s'appelle maîtrise de compétences. Alors, vous avez 2 au choix parmi. C'est à vous de décider lesquels vous paraissent les plus logiques par rapport à l'histoire de votre personnage. Pour moi, le premier qui me saute à l'esprit, c'est intimidation. Intimidation se trouve ici et je vais colorier un petit cercle, du coup, pour dire que j'ai la maîtrise d'intimidation. Le deuxième pour moi qui est le plus logique, c'est athlétisme qui est en force, donc pareil, je vais venir colorier le petit point. Comme ça, je m'en rappelle. Notre personnage possède aussi des maîtrises au jet de sauvegarde. Alors, les jets de sauvegarde, en gros, ce sont des jets pour essayer de parer quelque chose. En gros, ça veut dire réussir à éviter, ou en tout cas réussir à se protéger un minimum pour avoir moins mal, ce genre de choses. Par exemple, vous pouvez peut-être lancer un jet de sauvegarde si vous passez sous une montagne et qu'il y a un éboulement. En gros, comme vous le comprenez, ça va être plutôt l'action d'éviter que de faire. Donc, pour notre petit guerrier, nous avons le jet de sauvegarde en force avec maîtrise et celui en constitution, ce qui nous arrange bien. Alors, très brièvement, juste pour que vous compreniez ce qu'on fait, ça veut dire que quand vous allez faire un jet de compétences, mais vous inquiétez pas, on rentre plus dans le détail après, vous allez devoir lancer un dé 20, donc un dé à 20 faces, auquel on va ajouter le bonus qui est là en fonction de ce que vous utilisez, votre force, votre dextérité, votre intelligence, etc. S'il y en a un, ou un malus malheureusement, s'il y en a un. Donc dans l'exemple facile, disons qu'on fait 10 avec notre dé 20, le résultat en force ce serait 13, alors que le résultat en intelligence serait 8. Et si en plus pour cette compétence, on utilise quelque chose dont une des cases est cochée, comme ici l'athlétisme, nous allons encore rajouter le bonus de maîtrise que nous avons vu tout à l'heure. Donc par exemple, si mon guerrier doit faire un jet d'athlétisme,
Je vais lancer un des 20 qui va faire 10, auquel j'ajoute 3, donc ça fait 13. Et comme je maîtrise l'athlétisme, eh ben ça va faire 15. Comme vous l'imaginez, 5 points en plus, ça peut faire toute la différence pour votre partie. On continue tranquillement avec notre petit tableau. La suite, c'est la maîtrise d'armes. Je vais du coup l'écrire dans les aptitudes, c'est là où on avait écrit ce qu'on a avec le repos long. Donc pour les armes, mon guerrier gère les armes courantes et les armes de guerre. Pour les armures, c'est la même chose, hein, c'est pas dit qu'il a été entraîné à tout gérer, donc on l'écrit aussi. Nous, il gère les légères, les intermédiaires, les lourdes, ainsi que les boucliers. En gros, par rapport à ce que vous maîtrisez ou non au niveau des armes et des armures, ça veut dire que vous ne devez prendre que des choses que vous maîtrisez. Sinon, vous aurez un malus, et ce malus, il est ultra corsé, donc vraiment, c'est pas vraiment jouable. Ça peut vraiment être utilisé dans un cas d'extrême recours, mais partez toujours sur des choses que vous maîtrisez. Surtout que si vous rêviez d'utiliser autre chose, vous pouvez toujours le débloquer en montant de niveau plus tard, donc ne vous inquiétez pas. On vous propose, pour terminer, un équipement de base. Alors souvent, c'est des lots qui sont déjà prêts, comme ça, vous choisissez le lot que vous voulez. La différence va souvent se faire sur le type d'arme que vous avez et du coup, le type de jeu que vous voulez faire. Par exemple, le premier lot a une épée à 2 mains et des côtes de mailles. Donc, vous voyez, c'est plutôt pour un guerrier qui aura tendance à rentrer dans le tas. Le deuxième, c'est une armure de cuir avec une épée courte. Donc, c'est plutôt pour un guerrier qu'on veut mobile, qui bouge plus. Et pour le troisième choix, en fait, c'est juste de l'argent. Mais en fait, cet argent, il est fait pour que vous alliez à la fin du livre voir les différents objets pour faire vous-même à votre sauce que vous voulez dans votre paquet. Il y a autre chose, parce que moi je l'avais pas trouvé au début, donc je me permets de vous le dire. Dans les différents lots, vous avez pactage d'exploration souterraine. En fait, c'est encore une fois un lot de plein de petites choses. Souvent, vous avez de la corde, de la lumière, enfin voilà, tout ce qui peut être un peu pratique. Et ça se trouve aussi à la fin dans la description des objets et des équipements. Je vais prendre la page Mes possessions et je vais juste écrire A entre parenthèses, parce que là, j'ai la flemme de tout réécrire, mais normalement, vous pouvez vous amuser à tout mettre. Nous avançons vraiment très bien et nous avons bientôt terminé. On va remplir les petites choses maintenant qui manquent. Nous n'avons pas encore fait les points de vie maximum. Alors il est noté que pour les dés de vie, c'est D10 par niveau de guerrier. Alors en gros, c'est parce que vous allez pouvoir augmenter grâce à un D10 quand vous montez de niveau. Pour le tout premier niveau, on va faire que le D10 il soit plein. Donc ça veut dire 10. Hein. C'est comme si on avait fait le top du top. Et on va rajouter notre bonus de constitution, donc notre bonus de je gère bien les coups que je me prends dans la tronche. Et ça nous fait donc 12. Du coup, ici, on a les points de vie actuels. On n'a pas pris de dégâts encore, donc on reste à 12. Les points de vie max, en fait, sont notés à côté. Comme ça, on se rappelle le plus haut où on peut aller quand on se soigne. Le niveau de notre personnage, c'est 1. Le peuple, on l'avait pas rempli, du coup, c'est humain. Ici, on a des de vie. Donc, on l'a vu juste avant, du coup, dans le petit encart ici. C'est un des 10. C'est ce qu'il va falloir lancer quand on monte de niveau pour savoir combien on a de vie en plus. L'expérience, en fait, c'est pour les montées de niveau. Donc, normalement, quand vous tuez des monstres, vous gagnez de l'XP comme dans un jeu vidéo, et à un certain seuil, vous montez. Il y a d'autres façons de monter de niveau, je vous laisserai regarder de votre côté, mais là on va faire dans le plus simple, donc pour l'instant nous avons 0, puisque nous n'avons tapé personne et pas commencé à jouer. Il nous reste à remplir la classe d'armure, ainsi que la perception passive, et pour ça, j'ai mon petit carnet de notes, où j'ai des parties dedans, et j'ai des petites infos pour la fiche personnage parce que figurez-vous que j'oublie tout le temps. Et oui, en fait ce sont des calculs un peu simples, mais ils me sortent de la tête et comme vous voyez, il ne faut pas hésiter à se faire des petits mémos pour s'aider. Par exemple, pour la classe d'armure, c'est toujours 10, donc voilà, c'est comme ça, plus dextérité, donc plus 1, ça fait 11, plus armure. Vu que nous avons une armure en maille, on va simplement voir combien elle donne en plus dans le livre à la fin. Voici la liste des armures et nous avons une armure en code de maille qui amène à une classe d'armure de 16. Ah bah c'est parfait, dans la nouvelle version ils ont directement 1000 total parce qu'avant en fait c'était marqué genre plus 2 par exemple. Donc là avec une code de maille, nous sommes directement à 16, qui est une très grosse classe d'armure, on va pas se mentir. Alors la classe d'armure, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer, parce que je dis, ouais, c'est cool, c'est une bonne classe d'armure, mais vous savez pas ce que c'est. En gros, c'est la chose que l'ennemi va devoir dépasser pour réussir à vous taper dessus. Donc bien sûr, plus c'est haut, plus c'est dur de vous toucher. On va maintenant faire la perception passive. Pour la perception passive, c'est 10 plus sagesse, plus la maîtrise si la perception est cochée. Donc 10 plus sagesse, ça fait plus 2. La perception n'est pas cochée, donc ça fait juste 12. Qu'est-ce que c'est que la perception passive? Alors, ça sert un petit peu moins en solo, je vous le dis tout de suite, qu'en multi, mais en gros, ça permet de savoir si notre personnage, sans même faire un jet, arrive à sentir qu'il y a un truc qui cloche. Pour vous donner un peu un exemple, imaginez que
un maître du jeu et accrocher un cube gélatineux au plafond qui fait un peu... Voilà, un peu de bruit comme ça, mais un tout petit peu. Vous voyez, c'est vraiment très discret. Et du coup, quand tous les joueurs vont rentrer, bah, automatiquement, on va dire que par exemple, ce bruit, il se capte à partir de 13. Donc, tous ceux qui ont moins que 13 ne vont pas entendre, alors que tous ceux qui ont plus vont entendre et du coup pouvoir être sur leur garde et pas se faire prendre par surprise. En solo, assez clairement, c'est quelque chose qu'on utilise un peu moins parce qu'on se fait surprendre en même temps que notre personnage, mais ça peut quand même servir dans certaines situations. Je vous fais un peu une mise au point sur mes petites notes à la con, mais franchement, elles me servent absolument tout le temps, donc voilà. Parce que c'est vraiment des choses que j'oublie, vous voyez, où j'ai pas besoin de ressortir le livre juste pour ça. Ok, il nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est à remplir attaque et sort, donc dans notre cas, c'est juste attaque, et nous avons donc une épée à deux mains. Encore une fois, on va dans la section des équipements, hein, donc dans les pages 210, si vous avez le nouveau livre, ça peut vous aider à aller plus vite. Et voici l'épée à deux mains, elle fait 2d6 en tranchant et elle est lourde. Donc on va venir écrire ça, donc dégâts type tranchant, on va mettre épée de main, 2d6 et il nous reste à remplir ce petit bonus d'attaque. Donc ici le bonus d'attaque ça va être la force, c'est par rapport au calcul qu'on va faire après pour taper, on verra ça en détail dans le moment où on va parler des combats, mais en gros du coup c'est plus 3, donc je peux m'écrire plus 3 et du coup ça ira plus vite parce que je sais que j'aurai à faire 2d6 plus 3. Dans le cas par exemple où j'ai une autre arme de ce type là, bah ce sera pareil, j'aurai peut-être 1d6 plus 3. En fait, c'est vraiment juste un petit raccourci pour aller plus vite. Félicitations, vous avez géré, vous avez fini votre première fiche personnage. J'espère que vous avez réussi un petit peu à comprendre tout ce qu'on fait. Je trouve ça important de commencer en fait par là, parce que ça permet de comprendre comment on utilise le livre, à quoi servent un petit peu les sections, même si on n'est pas rentré dans le détail de tout, parce que sinon c'est trop long, et puis ça va vous perdre au final, donc c'est pas le but. Mais quand même de comprendre un petit peu à quoi servent les choses. Tout ça là, c'est pour tout ce qui va être jet de compétences. Tout ce qui est là, ça va être plutôt pour tout ce qui est le combat. Et là, ça concerne un peu votre personnage en lui-même, tout simplement. Maintenant, on rentre un peu plus dans le dur, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Nous allons tout simplement commencer par les jets de compétences. Alors, on va reprendre à la base de la base. Qu'est-ce que c'est qu'un jet de compétences? Un jet de compétences, c'est un jet qu'on doit faire pour savoir si notre personnage réussit à faire une action, et cette action doit être infaisable par une personne lambda. C'est-à-dire que d'appuyer sur une porte ouverte pour l'ouvrir, vous êtes d'accord avec moi, un enfant est capable de le faire, un fermier est capable de le faire. Et ramasser un caillou de cette taille-là, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde peut le faire. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est toujours me poser la question de est-ce que un fermier qui travaille dans un champ est capable de le faire? Si la réponse est oui, on va dire que c'est automatiquement réussi. Mais si ça paraît plus compliqué et que ça demande une certaine dextérité ou une certaine maîtrise de son corps et de ses compétences, dans ce cas-là, nous allons faire un jet de compétences. L'intérêt de ne pas réussir les choses automatiquement, tout simplement, c'est parce que ça va donner beaucoup de rebondissements à vos parties. Ça va créer un peu de la tension, ça va créer des petites choses narratives qui vont être vraiment intéressantes. Et on va voir tout de suite comment ça se passe pour le jet le plus basique que l'on peut trouver. Imaginez que votre personnage arrive devant une statue qui est un petit peu cassée. De but en blanc, vous ne savez pas ce qu'elle représente, qui est la personne qui a été taillée et du coup en pierre à cet endroit-là. La toute première chose qu'on va faire, c'est choisir le niveau de difficulté du coup pour l'utilisation de cette compétence. Et pour ça, on va se baser sur ce petit tableau-ci. Comme vous le voyez, il y a marqué la tâche est très facile, facile, modéré, difficile, très difficile ou presque impossible. Ça va être le seuil de difficulté que vous allez devoir passer. Si vous ne savez pas à quel point c'est difficile, soit vous pouvez demander à l'oracle, on en reparlera tout à l'heure, donc comme c'est votre MJ émulé, il peut vous répondre, soit vous pouvez partir sur de la moyenne qui est 15 et qui est totalement faisable du coup, avec des bonus, sans être complètement évidente. Pour reprendre l'exemple de cette statue, si par exemple elle se trouve au milieu d'une grande capitale, il y a beaucoup de chances que ce soit un personnage historique qui soit plutôt connu. On peut donc décider que c'est plutôt facile d'essayer de le reconnaître pour notre personnage. Par contre, si on est dans un village ou dans un lieu un peu plus isolé, on ne sait pas vraiment qui c'est, donc on va se dire allez, on va être plutôt sur du modéré, donc du 15. Maintenant qu'on a défini ça, donc on dit qu'on part sur 15, comme ça on est sur la moyenne et c'est facile. Notre personnage va du coup devoir faire son petit jet de compétences. Pour ça, on va
réfléchir à la compétence qui nous paraît le plus logique. Ici, c'est plus facile, elle se trouve dans intelligence et elle se nomme histoire. En gros, c'est un peu tout l'histoire en long, en large et en travers de l'endroit où vous vivez. Si vous avez besoin de précision par rapport aux compétences, dans le livre, il est expliqué chacune des compétences, en gros à quoi elles servent si vous avez un doute, mais je trouve que c'est généralement plutôt clair comme ça. Maintenant, il va falloir lancer un des 20 auquel nous allons ajouter le chiffre qu'on a calculé ensemble pour faire la fiche personnage. Vous vous rappelez, c'est vraiment les gros qui servent. Les petits, on s'en sert pas, c'est seulement quand ils montent. Peut-être que ça va modifier le modificateur du coup, mais en gros, c'est toujours le modificateur qui sert. Et en plus, si histoire avait été coché, on aurait rajouté la maîtrise. Donc, petit rappel, le D20, le modificateur et la maîtrise si elle est cochée. Dans ce cas, c'est pas coché et le modificateur est de -2. Alors, étant donné que notre personnage n'est pas très instruit, c'était sûr que ça va foirer, mais allez savoir. Des fois, il est possible qu'il l'ait lu quelque part, petite lecture en salle d'attente chez le médecin, on ne sait pas, c'est quand même possible, donc on peut tenter le coup. On lance notre D20, le résultat est un 6. Si on retranche du coup 2, ça nous fait un résultat de 4. Notre personnage n'en a aucune foutue idée. Félicitations, vous avez fait votre premier jet de compétences. On s'en retente un pour voir si tout est bien compris. On est parti. Notre personnage se trouve devant les portes d'un château et il veut aller voir un de ses amis à l'intérieur, mais il y a un garde qui fait un peu de zèle et qui lui dit « Vous ne passerez pas sans rendez-vous ». C'est un garde qui a eu des ordres, donc il est censé obéir, donc on va dire qu'on est plutôt sur une difficulté qui est modérée. On aurait même pu partir sur du difficile, mais le but du jeu c'est de s'amuser, on va essayer de faire quelque chose qui est atteignable. Si vous aviez été à une table, vous n'auriez pas non plus eu un MJ horrible qui veut que vous ratiez tous vos jets, donc soyez bienveillants avec vous-même, même si c'est moins évident en solo. Si vous avez bien retenu du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un des 20 plus le bonus ou le malus du modificateur plus la maîtrise s'il y a. Donc ici, des 20 plus ou moins 0, intimidation est cochée, donc plus 2. Ce qui va nous faire 4 plus 0, donc 4, plus 2, 6. Nous n'avons pas réussi à intimider le garde en lui disant « bouge de là ou je te cogne ». Une petite astuce pour vos solos, avant de lancer les dés, n'oubliez jamais de narrer ça. C'est-à-dire que là, vous faites un jet d'intimidation, écrivez la façon dont vous voulez intimider le garde, donc vous le faites, et après vous lancez, et en fonction des résultats, il y aura sa réaction. Moi, je m'imagine bien que le garde, là, littéralement, il prend sa lance et il la pointe sous son menton, en mode « t'as intérêt à reculer ». Deuxième petit tips, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire 2 fois la même compétence. Alors bien sûr, ça change par rapport aux tables et aux MJ, mais pour du solo, franchement, ce serait pas logique. Vous avez tenté, vous avez raté. Vous pouvez trouver une autre solution, peut-être de négocier, peut-être de faire le tour et d'escalader, ça c'est à vous de voir, mais vous ne pouvez pas retenter ça. Ou alors vraiment, si vous le sentez, que vous avez le cœur à ça, à la limite, vous allez beaucoup monter le niveau de difficulté à battre. Donc bien passer là à 20 ou 25, c'est quelque chose d'assez logique. Comme vous le voyez, les compétences servent à absolument toutes les choses du quotidien, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient magiques, qu'elles soient liées aux connaissances. À chaque fois que vous devez faire une action dont on n'est pas sûr de la réussite et qu'un humain lambda n'arriverait pas à faire, vous lancez un dé. Une petite précision pour le solo, pensez bien à faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que vous ne devez pas savoir les choses avant de votre personnage. Si par exemple vous parlez avec un PNJ et vous vous demandez s'il vous ment, parce que c'est une question légitime, des fois on ne sait pas trop si les gens sont vraiment sympas ou s'ils font semblant, vous allez par exemple faire un jet de compétences d'intuition. Si vous réussissez votre jet, à ce moment-là vous pouvez demander à votre oracle est-ce que cette personne me ment. Par contre, si vous ratez votre jet, vous ne pouvez pas demander à l'oracle et comme votre personnage, vous n'en savez fichtrement rien. Vous avez vu, c'était plutôt rapide. D20, modificateur et bonus de maîtrise si la case est cochée. Si vous n'aimez pas jouer des combats, vous pouvez déjà vous arrêter là et ne faire que du RP dans vos parties en solo. On passe maintenant au combat. Alors, les combats, il faut un peu voir ça comme si tout votre jeu se mettait en pause et qu'on passait sur une grille pour voir un peu ce qu'il s'y passe. Pour rappel, la grille, vous pouvez tout à fait prendre une règle, un stylo et une feuille, vous pouvez l'imprimer. D'ailleurs, dans la
barre d'infos juste en dessous, je vous mets un petit fichier que vous pouvez imprimer directement, comme ça vous êtes tranquille. Et du coup, on rentre dans une phase qui est un peu plus du wargame. Donc ça va être de la stratégie au tour à tour. Chacun va faire quelque chose, puis ce sera au suivant, puis ce sera au suivant, puis ce sera au suivant. La toute première chose que vous avez besoin de savoir, c'est dans quel ordre on joue. Et c'est ce qu'on appelle l'initiative. Donc c'est très facile. Chaque joueur, monstre, PNJ prend un des 20, il va le lancer et il va additionner son modificateur de dextérité. Pour vous donner un exemple facile, imaginons que je me bats contre un tavernier. Moi, je vais lancer 9, plus 1, ça me fait 10. Imaginons que le tavernier est un 12, c'est-à-dire que c'est lui qui va attaquer en premier, alors que s'il fait un 8, c'est moi qui vais attaquer en premier. N'hésitez pas à vous le noter sur un mémo, des 20 plus modif dextérité, comme ça vous aidera, histoire d'essayer de vous simplifier la tête pendant vos combats. Une fois que tout le monde a lancé et s'est mis dans le bon ordre de ce qu'il faut, que vous avez noté tout ça sur une feuille, on va pouvoir voir comment se passent les combats. Alors, dans Donjons et Dragons, on ne tape pas directement son adversaire. D'abord, on va lancer un dé pour savoir si on arrive à le toucher. Donc en gros, c'est pas l'ennemi qui va essayer d'esquiver, c'est plutôt est-ce que vous arrivez à le toucher. Mais d'un point de vue narratif, c'est un peu la même chose. Si par exemple je lance et que j'arrive pas à le toucher, je dis je me jette avec mon épée et il arrive à faire un petit saut sur le côté et à l'éviter. Mais en vrai, voilà, c'est vous qui allez lancer ce dé-là. Dans le cas où vous ratez, c'est fini pour tout ce qui va être attaque. On va voir qu'il y a des petites choses à côté, mais en gros c'est fini de ce côté-là. Par contre, si vous réussissez, maintenant on va pouvoir calculer les dégâts. C'est ce dont on avait parlé ici. Je vais rentrer plus dans le détail, mais c'est vraiment juste pour que vous compreniez la logique. Est-ce que j'arrive à toucher? Et si oui, combien de dégâts est-ce que je lui fais? On touche, on tape, on touche, on tape. Voilà, c'est comme ça. Maintenant que vous avez compris ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. Dans Donjons et Dragons, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez pouvoir faire 3 choses. La première, c'est une action. Donc par action, ça veut dire quelque chose qui va vous demander du temps. Ça peut être par exemple de frapper quelqu'un, de lancer un sort, de boire une potion. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça en à côté, mais à vous de voir. Normalement, dans les règles, c'est ça. De vous préparer à faire quelque chose de très spécifique. Enfin voilà, une action qui vous demande un peu de temps. La majorité du temps, surtout au début, vous allez vous en servir pour taper. Vous pouvez aussi, en plus de cette action, faire une action bonus. En gros, c'est quelque chose qui est très rapide. Il y a des actions dans votre fiche personnage, dans votre classe, où il y a marqué « Ah ceci, c'est une action rapide ». Donc vous savez que vous le classifiez dans action rapide. Si nous reprenons notre petite page pour le guerrier, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces 3 niveaux qu'on n'avait pas encore inscrit sur la fiche personnage. On va le faire juste après. Mais je voulais pas trop vous perdre parce qu'il y avait déjà beaucoup. Mais par exemple, il y a ce qui s'appelle au niveau 1 le second souffle. Vous disposez d'une réserve limitée d'endurance mentale et physique dans laquelle puiser. Genre, vous cherchez au fond de vous-même. Par une action bonus, vous le voyez, c'est bien précisé, action bonus, vous pouvez y recourir pour récupérer des points de vie égaux à 1 des 10 plus votre niveau de guerrier. Donc là, en l'occurrence, 1 des 10 plus 1. Vous pouvez recourir 2 fois à cette aptitude. Alors, c'est pas 2 fois pendant que c'est votre tour, puisque vous avez le droit qu'à une action bonus, mais c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça 2 fois. Vous en regagnez une utilisation lorsque vous terminez un repos court, donc une sieste, et récupérez tout quand vous terminez un repos long, donc un gros dodo. Lorsque vous atteignez certains niveaux de guerrier, vous aurez d'autres trucs, blablabla. Donc en restant toujours dans notre exemple, Torgan pourrait frapper grâce à son action, puis récupérer un peu de vie grâce à second souffle, et il pourrait aussi, ça on n'en a pas parlé, se déplacer. Vous vous rappelez sur la fiche personnage, on avait parlé de la vitesse, qui était de 9, qui correspond à 6 cases. Donc quand c'est son tour, il peut se déplacer, action et action bonus. Alors petit tips, on peut utiliser le déplacement en plusieurs fois, c'est-à-dire que vous pouvez faire 3 cases, taper et refaire 3 cases. Bon, vous avez du coup ces 3 choses en tête. Action, action bonus, déplacement. Ça, c'est à chaque tour de tout le monde, que ce soit un ennemi, que ce soit vous, un PNJ. Normalement, de base, c'est comme ça. Comme dit, il y a des exceptions, mais souvent, c'est des mobs beaucoup plus avancés, vous aurez le temps de voir venir tranquillement. On en revient à Torgan qui veut mettre une petite dérouillée au tavernier. Très bien. Il a décidé de le taper avec son épée à 2 mains. Si vous vous rappelez, la première chose qu'on fait, c'est voir si on touche. Reprenons donc notre exemple avec Torgan qui est très en colère avec le tavernier. Voici du coup une petite battle map imprimée à l'arrache, comme vous voyez. Alors là, je ne l'ai pas plastifié, mais vous pouvez tout à fait pour ne pas avoir à le faire à chaque fois. On va dire que ici, c'est un mur. Du coup, on va avoir le bar comme ça et qui tourne là. Ici, on va se mettre
des petits tabourets et on rajoute quelques petites tables, histoire de remplir cette petite taverne. On va simplement prendre des dés pour représenter nos petits personnages. Et comme je vous le disais, j'aime bien le tome de dragon sur les monstres parce qu'il est super bien rangé. Et là, je vous montre l'exemple. Je vais dans la section des habitants et nous allons prendre la fiche perso d'un roturier parce que voilà, du coup, c'est un humain très classique dans un monde classique et un tavernier n'a pas tellement de compétences que ça. J'en profite juste parce qu'on a fait la fiche perso avant. Voici ce qui s'appelle un stat block. Donc en fait, c'est une fiche personnage pour les ennemis qui est généralement plus condensée. Comme vous le voyez ici, c'est comme sur votre fiche personnage. Vous avez 10, 10, 10. En fait, c'est le modificateur que vous avez entre parenthèses. Plus 0, plus 0, plus 0. Comme ça, si ce personnage doit faire un jet de compétences, par exemple, parce que c'est un PNJ qui vous accompagne, et bien vous savez quoi ajouter. Juste en dessous, en général, il y a aussi un simplificateur. Vous le voyez, il y a marqué attaque d'armes au corps à corps, plus 2 pour toucher. En gros, ça veut dire que pour toucher, voir s'il arrive à vous toucher, il va lancer un D20 auquel vous ajoutez 2. C'est déjà calculé pour vous, c'est simple. Si oui, il arrive à toucher, alors il y a marqué réussite. Donc réussite, c'est-à-dire si il arrive à toucher, alors réussite 2. Entre parenthèses, 1 des 4. En fait, sur les stat blocks, on a tendance à vous donner la moyenne. 2 étant la moyenne de 1 des 4. Donc à vous de décider si vous prenez juste la moyenne, comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir, ou si vous voulez plutôt lancer un jet et avoir le hasard quitte à prendre plus cher ou peut-être moins cher. Donc on se garde ça de côté et on en revient à notre petite battle map. Vous vous rappelez du coup, on va faire l'initiative. Donc moi je suis 1 et ce cher tavernier est 2. Donc je vais d'abord lancer pour l'initiative. Donc j'ai 12 plus 1 de la dextérité, ce qui nous fait 13. Et maintenant lui il lance aussi, il a 20. Et il n'a pas de modificateur de dextérité, il est à plus 0, mais avec 20, c'est lui qui va attaquer en premier. Donc moi j'aime bien, toujours je me le note un peu, donc le tavernier il est premier et moi je suis deuxième, comme ça j'ai l'ordre et je n'oublie pas. Donc c'est lui qui va commencer. Dans notre scène, bien sûr on n'a pas joué avant, donc là on invente, hein, c'est pour vous montrer l'exemple. Il est en train de sortir du coup de son comptoir quand on va rentrer en fight tous les deux. Normalement on va le dégommer, hein, parce que quand même on a une épée et tout, mais le niveau 1 n'est pas évident des masses. Ok, donc c'est lui qui va commencer par attaquer. Donc il a le droit à l'action bonus et le déplacement. Il a une attaque d'arme au corps à corps, ça veut dire qu'il doit venir contre moi. Sa vitesse de déplacement est de 9 mètres, ça veut dire qu'il peut parcourir 6 cases. Donc il va en parcourir 2, il n'a pas besoin de plus. Et il va essayer de me taper avec son arme. Donc première question, est-ce qu'il touche? Pour ça on lance le D20, il a du coup fait 6. Auquel on rajoute le modificateur de force, il a 0, mais il a la maîtrise pour toucher, il a plus 2. Du coup, c'était tout noté ensemble, vous vous rappelez, sur la fiche personnage, pour toucher, plus 2. Donc voilà. Donc c'est la même chose que ce que je viens de dire, sauf que ça a été condensé. Il fait donc 8 pour me toucher. Mais comparé à une compétence où c'est vous qui allez dire quelle est la difficulté, pour un combat, le seuil à dépasser ou à égaliser, parce que si c'est égal, ça marche aussi, hein. Faut avoir ou pareil ou plus. C'est la classe d'armure qu'on avait calculée ici. Et comme vous le voyez, j'ai 16. Et ouais, j'ai une grosse armure en maille. Alors pour me toucher, il peut s'accrocher le gars. Donc, il a fait 8 et j'ai 16. C'est ni égal ni supérieur, donc il n'arrive pas à me toucher et il ne peut pas faire de points de dégâts derrière. Bravo à nous. Là, il pourrait faire une action bonus, mais il n'y a pas spécialement de choses qu'il veut faire. Il n'a pas de coup particulier ni rien. Et maintenant, c'est à notre tour. Alors déjà, on se déplace pas. Donc pareil, action bonus, déplacement. On n'a pas trop envie de se déplacer pour 2 raisons. Déjà parce que nous, on va attaquer au corps à corps aussi, donc finalement, c'est très bien qu'on reste en face l'un de l'autre. Et aussi parce qu'il y a une subtilité qui est importante et que vous oubliez au début, c'est normal, il y a trop de règles, hein, c'est pas votre faute. Hein. Si vous partez sans utiliser l'action, donc une action entière, hein, se désengager, si vous partez, il peut essayer de vous frapper. Et ça gratuitement. En gros, vous l'autorisez à donner un coup gratuit. On appelle ça une attaque d'opportunité. Alors, c'est pas dit que ça touche, mais si par exemple maintenant je partais, donc que je quitte une case qui est adjacente à lui, dans ce cas-là, et ben comme si ça avait été son tour, gratuitement, sans que ce soit son tour, il peut essayer de toucher, puis faire les dégâts. Donc autant vous dire que moi j'ai pas envie de ça. En gros, c'est une règle assez logique parce que du coup, vous devez choisir si vous voulez fuir entre attaquer ou vous désengager. Mais bref, nous on veut pas bouger, on est bien là où on veut pas se prendre un coup de poignard dans le dos en essayant de se barrer, on fait quoi? On attaque à notre tour. Alors, pas besoin d'action bonus parce qu'on n'a pas besoin de regagner de la vie, on va très bien. Par contre, on va lancer pour toucher, donc le D20, plus la force, plus la maîtrise. Donc ça va nous faire D20 plus 5. Attention, on a fait un 5, plus 5 ça fait 10. Et si on regarde la classe d'armure du personnage qu'on veut attaquer, eh bien il a 10
10. Donc on a égal, qui marche pour égal ou supérieur, et on réussit à le toucher. Félicitations. Mais maintenant, il va falloir faire les dégâts. Pour les dégâts, vous vous rappelez, on regarde ce que fait l'arme. L'arme fait 2d6, auquel on ajoute plus 3. Je prends donc mes 2d6, je les mélange bien, je croise les doigts, et j'ai fait 8, auquel on ajoute 3, et ça fait 11, c'est beaucoup de dégâts, on peut être plutôt très fiers de nous. Du coup, on regarde combien il a de points de vie, notre cher tavernier, et ben, il en a 4, ou 1 des 8. Encore une fois, c'est une moyenne, soit vous lancez, soit vous prenez la moyenne. On va prendre la moyenne, on va pas s'embêter. On a fait de toute façon plus de dégâts que ce qu'il peut encaisser, donc techniquement, il est mort. Félicitations, vous avez réussi votre premier combat. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on fait un petit rappel global. D'abord, on regarde qui commence, dans quel ordre sont tous les personnages. Là, c'était plutôt facile, ils sont 2, mais des fois, il y en a plus que ça. Ensuite, on se rappelle que quand c'est son tour, on a le droit à 3 choses. Action, action bonus et déplacement. Et ensuite, quand c'est notre tour et qu'on veut taper, on n'oublie pas que d'abord, on regarde si on arrive à toucher, et si oui, on fait les dégâts. Je vous invite sincèrement à faire des tout petits combats comme ceci. Vous voyez, vous pouvez tout à fait utiliser des pré-tirés pour ça. Ne partez simplement que sur des niveaux 1 pour votre personnage. Et pour les ennemis, en général, on va partir sur des facteurs puissance. Donc c'est le niveau de l'ennemi en général pour que ce soit bien. Facteur 1/8. Donc 1 sur 8. Pour du 1v1, je trouve ça pas mal. Niveau 1, facteur 1/8. Bien sûr, plus vous montez de niveau, plus les ennemis aussi. Si vous êtes plusieurs, il faut adapter, etc. Mais en gros, c'est ça. Faites-vous une petite feuille, faites-vous un petit terrain. Vous avez vu, ça va tout vite. Et amusez-vous un petit peu à essayer de faire des combats, des déplacements, se désengager, ce genre de choses. Dans le livre, bien sûr, vous allez retrouver un peu plus de détails. Par exemple, la liste de tout ce que vous pouvez faire pour action ou pour action bonus. Là, le but, c'était vraiment que tout vous paraisse plutôt fluide et que vous compreniez. Moi, je veux que vous ayez la base et quand il y a un détail que vous ne savez plus, vous cherchez dans le livre, mais du coup, ça va très vite. Le dernier point de règle qu'on aborde ensemble, c'est du coup comment émuler son MJ en solo. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Le premier outil, c'est donc l'oracle. Et du coup, à chaque fois que vous avez des questions sur tout ce qui ne concerne pas votre personnage, donc tout ce qui est extérieur à lui, c'est là qu'on va demander. Retenez simplement cette règle. On n'utilise jamais les outils pour son personnage, on prend soi-même les décisions pour lui, mais toutes les choses sur lesquelles votre personnage n'a pas d'influence, ça va être généré par les outils. Si on reprend notre petit exemple de la taverne tout à l'heure, on aurait tout à fait pu demander avant le combat, est-ce qu'on voit que d'autres personnes nous regardent de façon menaçante? Parce que peut-être qu'ils se seraient mêlés au conflit. On aurait aussi pu demander avant de dessiner ça, est-ce qu'il y a pas mal de place pour circuler? Parce que là, on a quand même laissé pas mal d'espace. Après, vivez pas tout serré parce que vous pourrez rien faire, mais voyez l'idée. On peut aussi poser des questions, par exemple, après le combat, est-ce que quelqu'un nous a vu tuer le tavernier? Ou est-ce que quelqu'un a une réaction étonnante? Comme vous le voyez, il y a 5 lignes, c'est parce que c'est la probabilité. C'est vous qui décidez de la probabilité des choses. Par exemple, si vous demandez est-ce qu'il y a du monde dans la taverne et qu'il est 20h, vous allez être en plausible ou en très plausible. Vous vous doutez bien qu'il y a du monde. Si vous posez la même question quand il est 6h du matin, vous allez vous mettre en peu plausible ou en très peu plausible. Et si vous ne savez pas, vous restez simplement sur nœud. C'est un peu comme l'équilibrage que vous avez vu pour les compétences où je vous disais 15, c'est bien, vous savez pas, vous mettez 15 ou vous posez pas de questions. De la même façon que les questions que vous allez poser à votre MJ oracle, si les questions sont ouvertes. Par exemple, quel est le type de décoration qu'il y a dans cette taverne? Vous allez pouvoir lancer des dés 100 pour prendre 2 mots au hasard et les interpréter extrêmement librement. Le but, c'est juste d'éviter la page blanche. Là, je vais juste pointer avec mon doigt pour vous montrer, mais par exemple, je vais prendre dans les descripteurs dédaigneux, très bien, et tacheté. Ok, donc ça me fait penser tout de suite à vraiment un vieux boui-boui où il y a des gens qui traînent dedans, qui traînent là tout le temps, qui boivent tout le temps, c'est super crade, les verres sont sales, voilà. Tout ça, ça me fait penser un peu à ça, avec des gens qui sont grognons à l'intérieur. Et j'arrive du coup à me faire une image mentale de cette taverne et de la rendre un petit peu particulière. L'autre outil qui va servir pour le solo, du coup, ce sont les tourments. En fait, à chaque fois que votre personnage va se déplacer, sortir d'une pièce, traverser un village, marcher une demi-journée dans la nature, changer de rue, et à chaque fois, vous allez peut-être avoir des cartes à tirer. Et pour ça, on va lancer sur la table des tourments. On va du coup commencer à la ligne 1, et vous voyez, si on fait un 5 ou un 6, on tire une carte. La prochaine fois qu'on va changer de lieu, on va aller à la ligne 2, et si on a 3, 4, 5 ou 6, on va devoir tirer une ou deux cartes. Au prochain lieu, on passe à 3, à 4, puis à 5, et quand vous avez fini 5, au prochain lieu, on repasse à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1, etc. Le but du tableau
tableau des tourments, c'est de créer quelque chose qui soit un petit peu comme ça. Vous avez des moments très intenses où c'est difficile, il se passe beaucoup de choses, et des moments où on souffle un peu, on est plus calme, on reprend sa respiration, et puis ça repart, etc., etc. Si vous le voulez, vous pouvez aussi complètement ignorer ça, et simplement, à chaque changement de lieu, vous allez tirer une carte. Les cartes sont ainsi, on va lire dans le sens de la pioche, et on va essayer d'adapter l'événement à ce qui se passe. Imaginons, toujours dans notre exemple, nous sommes donc dans cette taverne miteuse, super crade, il y avait personne pour nous embêter, mais on s'est embrouillé avec le tavernier et on l'a tué. C'est pas gentil, ne tuez pas les taverniers. Nous sortons donc de la taverne, et sur la table des tourments, nous avons vu que nous devions piocher une carte. Voici une carte que nous piochons. Colis fragile. Vous croisez la route d'une personne fragile, un enfant, une personne âgée, un blessé, et vous devez vous en occuper un moment. Alors le but des cartes, c'est de vous créer des choses. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre. Vous pouvez même simplement vous servir du titre si ça vous suffit, mais ça va créer des rebondissements dans votre histoire. On reprend un peu notre exemple. Torgan s'apprête à sortir de la taverne. Il a un peu de sang sur lui, sauf qu'au moment où il veut passer la porte, vu qu'on a tiré cette carte, on entend des petits chouinements. Il se retourne et voit un petit chiot tout seul sortir de derrière le comptoir. Alors là, comme d'habitude, vous décidez pour votre perso, et tous les outils qui émuent le MJ décident pour le reste du monde. Donc là, les outils du MJ a décidé qu'il y avait un chiot qui apparaissait derrière le comptoir, qui devait être le chiot du propriétaire et qui du coup n'a plus personne. Mais c'est quand même à vous de décider si vous voulez prendre ce chiot, vous voulez l'emmener avec vous pour vous en occuper, si vous l'abandonnez là et que vous en foutez. Tout ce qui concerne votre personnage, c'est à vous de décider. À ce stade de la vidéo, vous pouvez être sacrément fier de vous. Vous savez faire une fiche personnage, vous savez faire des jets de compétences, vous savez faire des petits combats de niveau 1 et vous savez même jouer en solo. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez déjà quitter la vidéo à ce moment-là et partir jouer votre propre aventure. Et pour tous ceux qui restent, on va partir sur le 3e chapitre où on va préparer une vraie partie cette fois avec toujours Torgan, mais on va commencer du début et on va faire tout ça pas à pas tous ensemble avec un petit peu d'actual play. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Félicitations à vous, vous avez super bien bossé. Vous avez réussi à réunir tout le matériel dont vous avez besoin. Vous avez fait votre fiche personnage et vous avez compris les règles les plus basiques. En tout cas, celles qui vont vous être vraiment utiles tout le temps, vous permettre de commencer à jouer. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à picorer les petits détails dont vous avez besoin. Et maintenant, on passe au concret. On va commencer cette partie avec Torgan. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour commencer? On a besoin d'un carnet. Moi j'ai choisi celui-là et je lui ai fait une petite image histoire de réussir à bien me le représenter mentalement. Vous pouvez bien sûr prendre n'importe quel cahier, que ce soit un cahier scolaire, que ce soit des feuilles libres, que ce soit quelque chose qui traîne chez vous, c'est égal. Prenez ce qui vous plaît à vous, armez-vous de votre meilleur stylo et il vous reste juste derrière à réunir le matériel dont vous avez besoin. Donc ici on a l'oracle et les cartes, on a aussi les dés, bien sûr la fiche personnage est dans le coin et j'ai quand même les règles sous la main, ainsi que celui du MJ qui est juste à côté. Et pour finir, j'ai ma petite feuille pour terrain. Voilà, j'en ai réimprimé vite fait une autre si jamais on a un combat. Alors on est prêt? Oui, théoriquement, mais là c'est le moment normalement où les gens paniquent parce que vraiment se jeter à l'eau c'est quelque chose qui est très compliqué. Et on va y aller ensemble étape par étape pour que vous puissiez le reproduire et réussir ce premier passage qui vous ouvrira les portes vers quelque chose de plus détendu. Quand on joue en solo, on n'est pas obligé de prévoir ce qui va se passer. De toute façon, quels que soient vos plans, sachez que la moitié va tomber à l'eau et que l'aventure va vous emmener sur des choses que vous n'aviez même pas envisagées, ne serait-ce qu'un instant. C'est toute la beauté. Le solo a l'avantage d'être comme le JDR sur table. On ne s'attend à rien, peut-être encore même plus parce que c'est votre cerveau qui va tourner, associer et ça va vous emmener des histoires grandioses. Mais pour démarrer, vous avez quand même besoin de quelques petites choses. La première, c'est apprendre à connaître un peu votre personnage. Qu'est-ce qu'il a fait dans son passé? Quel est son genre de comportement? Torgan, comme nous en avons un petit peu parlé tout à l'heure, a travaillé genre pour l'armée de la royauté. Voilà, il faisait partie des gardes, il était plutôt haut placé, il a de l'expérience, il n'est pas tout jeune, il a toujours obéi aux ordres et un jour il a fait un burn-out. Voilà, le burn-out médiéval fantastique, ça existe aussi. Mais bref, il en peut plus de répondre aux ordres, il en peut plus de suivre des directives dont il ne comprend pas l'intérêt et il a décidé de partir
pour devenir son propre patron. Alors par là, il n'y a pas de grand objectif à part le fait de trouver des missions à faire, d'aider les villageois, mais comme lui il l'entend et pour les causes qui lui tiennent lui à cœur. Alors les causes qui lui tiennent à cœur, qu'est-ce que c'est? C'est protéger la population. C'est un mec lambda, il est grognon, un peu acariâtre, mais il est quand même gentil, il a bon fond. Et donc il a juste envie de servir les gens, de récupérer quelques pièces d'or au passage pour pouvoir vivre et puis d'enchaîner un petit peu les quêtes qui vont demander, qui ont un petit peu d'expérience de terrain. Nous avons déjà notre objectif global, trouver des quêtes, en fait. Grossièrement, c'est ça. Et pourquoi pas, on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de très compliqué, mais libre à vous de décider d'une quête beaucoup plus importante si vous le voulez. Vous pouvez décider que un dragon a ruiné tous les villages alentours en flammes et que du coup vous voulez enquêter pour savoir pourquoi, comment l'arrêter, etc. Vous pouvez aussi n'avoir aucun objectif et vous laisser mener par l'histoire. Disons que pour la première partie, c'est quand même bien de savoir un petit peu où on va, parce que ça va aider à prendre les premières décisions. Mais comme dit, il n'y a pas de règles, c'est du solo, donc le but c'est juste que vous vous amusiez. L'autre point important pour commencer, c'est de savoir où vous êtes. Et pour ça, il faut juste prendre un petit moment pour y réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte physique, vous n'êtes pas obligé de dessiner, de prendre de grandes décisions. Vous pouvez décider que vous êtes simplement dans un petit hameau. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour Torgan ici, en disant qu'il est dans un village. Alors c'est plus grand qu'un hameau, c'est quand même plutôt modeste. Il y a un peu tout le nécessaire, un forgeron, un menuisier, des petites ventes de potions, ce genre de choses, mais qu'il n'a rien de particulier ni d'extraordinaire. Pour le bien de notre histoire, il va partir avec genre 10 ou 15 pièces d'or parce qu'il a quand même eu des salaires et qu'il a quand même un peu des économies de côté. Donc actuellement, il dort à la taverne. Et c'est maintenant le moment que vous allez le plus redouter, c'est de poser cette première phrase, de faire ce premier élan. Donc réfléchissez bien à ce que ferait votre personnage. Alors pour Torgan, ça va être plutôt facile. On va estimer que comme il dormait dans un dortoir, il n'a pas de logement, donc on va dire qu'il dort dans une taverne. Oubliez le monsieur de la taverne qui est mort, c'était juste pour l'exemple. Et du coup, la première chose qu'il va faire, c'est se rendre au centre-ville pour voir s'il y a peut-être un panneau d'affichage avec des quêtes. Parce que oui, pourquoi chercher compliqué? Mais c'est plutôt logique que des gens qui ont des besoins viennent y mettre des petites demandes dessus, avec des demandes qui sont sûrement rémunérées. Donc c'est là où il va aller. Le soleil perçait à peine, mais j'avais encore les réflexes de la garde. C'était le premier jour d'une nouvelle vie et je ne m'étais jamais sentie aussi léger. Je rassembla mes affaires et me mis en route vers le panneau. Ça y est, on a posé nos premiers mots. Moi, j'aime bien commencer un peu par des sentiments, de comment il est. Je trouve que c'est plus facile. Comme dit, là, on s'intéresse un peu à la météo, le soleil est en train de se lever, ça permet un peu de s'ancrer. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de mettre autant de détails, mais moi, j'aime bien essayer un peu de me situer comme ça. À vous de trouver votre équilibre et ce qui vous convient. Et étant donné que nous quittons notre taverne pour nous rendre jusqu'au panneau d'affichage, nous allons lancer sur la table des tourments pour savoir si on doit piocher des cartes. J'aime bien mettre un petit D6 pour savoir où j'en suis dans la table des tourments. Donc là, on en est au 1, comme ça, c'est un peu plus facile à suivre. Et maintenant, je vais lancer mon D6 pour voir si on pioche une carte. On a un 5, donc j'ai bien une carte, c'est-à-dire que sur le chemin, il va se passer quelque chose. Alors que nous réserve cette carte? L'un de vos souvenirs les plus douloureux est transformé en anecdote populaire et moqué. Comme d'habitude, les cartes événements sont là pour vous donner une idée. C'est-à-dire que si votre idée ne correspond pas tout à fait à la carte, c'est pas grave. Juste rebondissez sur ce que vous piochez. Moi, là, tout de suite, souvenir déformé, ça me fait vachement penser au fait que cet homme était quand même connu dans ce village puisqu'il participait à la garde, etc. Et il est possible qu'il ait fait quelque chose à un moment qui fasse encore un peu des ragots, que ça parle un peu bête sur lui. Par contre, là, tout de suite, j'ai pas d'idée de ce que c'est, donc je vais juste prendre des mots-clés. Comme ça va peut-être me débloquer. Donc je lance 2 des 10, un pour les dizaines et un pour les unités. On a 55, on va prendre un descripteur. On a murmurant et l'autre, on va prendre en action, on a 0,2 et ça veut dire sauter. Alors sauter, ça me fait penser, si on essaye de voir ça un peu plus large, à rater quelque chose. Et vu que le premier c'était murmurer, moi je me dis que c'est possible qu'il soit venu dans le village pour faire une annonce genre pour la royauté, et au final, sa voix s'est cassée au moment de parler et ça a été super ridicule, genre oh yeah, un truc comme ça, un truc un peu de la honte. Et en fait, c'est resté et les gens le reconnaissent encore à cause de ça. J'avançais d'un pas rapide quand j'entendis un groupe d'enfants crier. « Eh, regardez, c'est la voix de Théière !»
ils hurlaient de rire et les passants me regardaient tous à présent. Ok, bah c'est pas fameux pour un début, mais c'est la vie, c'est comme ça, il s'est passé des choses. Et maintenant, je suis face à un tout petit dilemme, mais voilà, c'est exactement ça le JDR, c'est prendre les décisions pour notre personnage. Moi, ce qui me vient en tête, c'est que soit je peux continuer mon chemin, et du coup me rendre quand même au panneau, en les ignorant tout simplement, soit je peux essayer de leur faire peur, mais je me dis que si je foire, ça va encore compliquer la situation. Je peux aussi me mettre en colère, ou je peux même les rosser si je veux. C'est moi qui prends cette décision-là. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon chemin jusqu'au panneau. On va garder en tête le fait qu'on ait une réputation qui nous précède un petit peu. Et j'essaye aussi de garder en tête que mon personnage commence à être quand même bien énervé. On va jouer le RP vraiment. Donc là, pour l'instant, ça va. Mais étant donné son caractère, je me dis que avec encore un autre truc qui se rajoute par-dessus, il y a moyen qu'il pète son crâne et qu'il s'énerve un peu trop vite. J'ai décidé de les ignorer et continuer ma route en serrant le poing. Plus vite j'aurai une mission, plus vite je quitterai ce village d'imbéciles. Nous sommes donc arrivés devant notre panneau d'affichage. Alors oui, je sais pas grâce à une carte exactement où il est, mais enfin mon personnage est capable de trouver le centre d'un village. Je m'imagine un petit peu dans ma tête comment on peut être le centre d'un village. Mon imagination est un peu pourrave, donc c'est un peu nul comme place, mais ça fait très bien l'affaire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on veut savoir s'il y a des missions sur ce panneau d'affichage. On va donc utiliser l'oracle et je pense que je vais demander en neutre s'il y a des missions réelles, c'est-à-dire que j'imagine bien qu'il y a des choses du genre on cherche à échanger 2 chaises, je parle de missions où on a besoin d'un mercenaire. Si j'avais été dans une plus grande ville, je pense que j'aurais mis en plausible, mais là, vu qu'on est quand même dans un village plutôt modeste, on va rester en neutre et on va laisser le hasard se faire. Je lance du coup mon D20 avec la question suivante. Est-ce qu'il y a des missions sur le panneau? Nous avons un 11. Il y a marqué oui, mais par... Alors le par contre, on va l'analyser un petit peu comme on veut. Moi, ce qui me vient naturellement en tête, c'est oui, il y a des missions, mais par contre, en fait, il n'y en a que une, qui est plutôt plausible selon les circonstances. Maintenant, je veux savoir quelle est cette mission, et pour ça, je vais tirer des mots-clés. Je vais à nouveau en prendre 2. En général, c'est le plus simple pour faire jaillir quelque chose en tête. Mais si jamais ça ne vous inspire rien, que ça vient pas tout de suite, n'hésitez pas à en tirer un 3e, voire même un 4e. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est vraiment juste des débloqueurs. Donc je suis toujours armée de mon D100 et ça nous fait 57. Donc nous avons Ascension, 46 c'est Échange. Alors Ascension et Échange, je sais pas pour vous ce que ça dit, mais pour moi ça parle de voies commerciales qui sont dans des montagnes. Ascension ça me fait tout de suite penser à monter une montagne, Échange ça me fait penser à du commerce. Donc pour moi une mission qui serait à la fois plausible et qui a été inspirée par ça, ce serait tout simplement qu'on demande une garde rapprochée, une protection pour un convoi qui va se déplacer dans la montagne pour aller dans un village de l'autre côté et vendre des marchandises. On a bien avancé, c'est cool. J'aimerais juste savoir où est le rendez-vous pour accepter cette mission, etc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au hasard un mot en descripteur. Donc toujours, je lance mon descend, ça fait 27. Je vais voir si tout de suite ça m'inspire quelque chose et ça nous amène à gracieux. Quand on dit gracieux, la première chose qui me vient en tête, en fait, c'est une maison noble. Du coup, ça peut être tout à fait logique parce qu'un marchand, surtout qui va faire autant de kilomètres, ben généralement il a les moyens, c'est que son petit business tourne. Du coup, on va aller dans ce manoir pour accepter la mission. J'arrachais l'unique papier du tableau et lu. Nous recherchons un mercenaire pour la protection d'un convoi au travers du mont Gratude. Expérience requise, salaire conséquent. Je lui l'adresse indiquée et me mis en route. Alors là, vous avez un peu deux façons de faire. Si vous voulez, vous pouvez faire une ellipse. Dire que vous êtes allé là-bas, qu'on vous a dit qu'il fallait emmener un convoi, demander s'il n'y a rien de spécial, limite à l'oracle par rapport à tout ça, et puis vous mettre directement en route avec le convoi. Ou vous pouvez aussi jouer un peu en temps réel, c'est-à-dire vraiment aller rencontrer la personne, discuter avec, peut-être poser quelques questions si vous en avez. Moi, je suis curieuse et j'aimerais bien savoir ce que ça transporte. Dans ma tête, c'est des tissus, je sais pas pourquoi. J'imagine bien ça, mais comme dit, c'est un élément extérieur, donc mon perso ne sait pas, moi je ne sais pas, je ne décide pas. Alors bien sûr, vous avez toujours le droit de forcer quelque chose si ça vous paraît logique, mais moi j'aime bien me laisser surprendre, donc même si dans ma tête c'est un peu ça, ben ce sera peut-être pas ça. La seule chose que je décide un petit peu, c'est que ben vu que c'est une montagne, il va y avoir beaucoup de neige et il va faire très froid. Ça me paraît logique et c'est quelque chose dont j'ai envie, peut-être parce que nous sommes un peu dans la canicule et que je crève de chaud, donc je m'autorise ce petit
plaisir glacé. Et vu que là je me redécale du coup du panneau d'affichage en direction de ce manoir, et ben je vais relancer sur la table des tourments. Nous étions en 1, donc on passe bien sûr en 2. Alors petit tips, si vous devez piocher plusieurs cartes, je vous conseille très fortement de ne pas les prendre indépendamment. Vous les prenez toutes celles que vous devez piocher et vous les regroupez ensemble pour faire un unique événement. Vous allez en gros les rendre hybrides et les combiner. Après si vraiment vous n'arrivez pas, ben ça fait des événements séparés, mais dans la mesure du possible ce sera plus sympa. On est parti, ça fait un 2 et donc je ne pioche rien du tout. Mon voyage jusqu'au manoir se passe en toute sécurité. Je lus l'adresse indiquée et me mis en route. Le manoir était immense, luxueux et éclatant. Le jardin grouillait de jardiniers. Je toquai avec plus de force que je ne l'aurais voulu. Bon, le je toque plus fort que prévu, c'est vraiment parce que je sens qu'il est encore énervé. J'essaye un peu de garder ça parce que quand même, il a été vachement contrarié de se faire humilier encore plus tard que cet incident-là. Ça n'apporte pas grand-chose concrètement à l'histoire, mais je trouve ça amusant. Le but, c'est de faire un peu du RP. Et là, j'ai envie de poser quelques questions à l'oracle parce que moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ce manoir. Donc, j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que quelqu'un répond à la porte? Parce que c'est pas dit qu'il y ait quelqu'un. Dans le cas où il n'y a personne, bah, ça va peut-être me demander une petite enquête pour trouver le propriétaire du lieu. Et dans le cas où ça ouvre, bah, qui est-ce qui m'ouvre? C'est peut-être pas le proprio, encore une fois. Du coup, est-ce que quelqu'un ouvre la porte? C'est un 9. Le 9 me dit non, mais par contre. Bah, ça me fait penser au fait que, bah, du coup, personne ne vient, mais qu'un jardinier m'interpelle. Je vais encore poser quelques petites questions pour savoir qu'est-ce qu'il y aura dans cette petite conversation. Est-ce que le jardinier me dit où est son maître? 8. Non. Est-ce qu'il a des infos sur la mission? 6. Non. Surtout que là, pour les infos sur la mission, j'ai mis, pardon, j'ai oublié de le dire, en peu plausible. Avant, j'étais en neutre. Là, je me suis mis en peu plausible parce que c'est un jardinier. Après, il a peut-être une oreille qui a traîné, alors ça valait le coup de demander. Mais voilà, il sait pas. Est-ce que si je lui demande où en général son maître va, il peut me dire? 11. Oui, mais par contre... Alors oui, mais par contre, là, ça me dit que il sait où il traîne d'habitude, mais c'est un lieu qui n'est pas ouvert à tout le monde. Ce qui se tient, si c'est une personne qui a de l'argent, c'est peut-être un salon de thé un petit peu luxueux, ou alors peut-être une maison avec des charmantes compagnies à l'intérieur, je ne sais pas. Du coup, je vais encore une fois demander à l'oracle. D'abord, bah, si c'est un salon de thé. 2. Non et en plus. Du coup, pour moi, c'est l'autre. Voilà, là, j'avais donné que 2 choix, en vrai. Non et en plus, l'autre truc a une particularité. Et comme je ne sais pas ce que c'est, je vais aller dans les descripteurs et je vais tirer 2 mots-clés. Donc, nous avons 15 qui est épuisé et nous avons 37 qui est épineux. Alors, épineux et épuisé, ça me fait penser à quelque chose. On avait donc dit que c'était une maison pour avoir de la compagnie, on se comprend, qui logiquement n'est pas ouvert à tout le monde, mais je me dis que ça peut être ouvert aux gens qui travaillent dans les gardes un peu rapprochés de la royauté, du coup. Et c'est un peu épineux dans le sens où pour notre personnage, il n'en fait plus partie, donc il est plus censé rentrer, et en plus, est-ce qu'il veut vraiment voir ses anciens collègues? C'est un peu compliqué. On va déjà narrer ça à l'écrit pour le fixer, et après on va prendre les décisions qu'on veut pour notre PJ. Personne ne vint, mais un jardinier m'interpella. Il m'informa que son maître n'était pas là, mais qu'il se trouvait sûrement au joyeux parfum. Mon sang ne fit qu'un tour. J'allais là-bas dans ma jeunesse, c'était un lieu de débauche, réservé à l'élite, dont la garde avait accès contre son silence sur les pratiques proposées. Alors là, j'ai encore une fois pas mal de choix qui s'offrent à moi. Je pourrais me rendre sur place, hein, bien sûr, ça c'est possible. Je sais pas si je pourrais rentrer, mais vu que je faisais partie de la garde, il y a moyen de moyenner, de négocier et tout. Ça aurait été l'occasion de jeter des jets de compétences. Néanmoins, je sens que mon perso, il est encore énervé, à fleur de peau, il veut plus les voir, il veut pas aller là-bas, il est en train d'essayer de se racheter une conscience, entre guillemets. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement attendre devant le manoir que le maître rentre, tout simplement. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va lancer un des 6 qui va correspondre aux heures où notre perso a attendu. Alors en l'état, c'est pas une donnée qui est ultra importante, mais dans un autre cas, ça aurait pu permettre de faire un repos court et du coup de récupérer un peu de vie, ce genre de choses, même si, bon, là on vient de commencer, donc tout va bien. Nous avons donc attendu 3 heures. J'ai décidé d'attendre son retour sur les marches en marbre. 3 heures plus tard, il fit son apparition. On va à nouveau utiliser l'oracle, parce que j'aurais quand même quelques questions à poser. Déjà, est-ce que c'est un homme? 10, oui, mais par contre.
Alors ce oui, mais par contre, j'imagine qu'il porte des tenues qui sont pas trop à la mode de mon garde, c'est-à-dire que il a peut-être des vêtements comme des robes, des choses comme ça, qui seraient communes dans une autre région, mais qui ne le sont pas ici et qui ici sont plutôt vues pour des femmes. Donc ça c'est intéressant, on a déjà quelque chose qui détonne un petit peu, qui n'est pas habituel. Ensuite j'aimerais demander s'il est éméché, en sachant que je vais mettre ça en plausible parce qu'il sort quand même de plus de 3 heures, en tout cas au minimum, d'un lieu genre de débauche, donc ça me paraît plausible. J'ai un 14, du coup c'est oui. Alors pour vous situer, normalement là, je vais moi faire une conversation à l'écrit où ils vont échanger, et à chaque fois que je ne suis pas sûre de la réponse, je vais demander à l'oracle. Alors là, je peux pas vous lire, lancer, vous lire, lancer, vous lire, lancer, ça va être un peu chiant. Donc on va faire la conversation un petit peu entre nous, et puis après je vais venir l'écrire. On va donc commencer en lui disant qu'on est là par rapport à la demande d'emploi d'un mercenaire. Est-ce qu'il réagit bien? Non, il n'a pas du tout envie de parler de ça maintenant, il veut aller se coucher, il a mal à la tête. Mon personnage, il en a marre d'être dans ce village, il veut se barrer, il veut cette mission. Donc, il va utiliser une compétence de persuasion en lui disant « Vous feriez mieux de me donner la mission maintenant, qu'on puisse se mettre en route. Parce que vous savez, il n'y a pas vraiment d'autres mercenaires de disponibles dans le coin. Et moi, je vais partir. Donc, maintenant, si vous voulez de l'aide, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez un peu le genre. Et je pense qu'en termes de difficulté, on va être sur quelque chose de facile, c'est-à-dire 10 de seuil de difficulté à dépasser, étant donné que la personne est quand même très éméchée, qu'à la base, elle voulait quelqu'un pour ce job, c'est pas comme si elle était vraiment complètement fermée à l'idée d'eux, c'est juste que là, elle avait pas envie d'en parler maintenant. Donc 10 me paraît être correct. Si vous vous rappelez bien pour les compétences, on est donc sur un D20, plus le modificateur, plus la maîtrise si jamais c'est colorié, mais dans mon cas, ça ne l'est pas pour la persuasion. Vous croisez les doigts avec moi? J'ai fait un 15, du coup on a réussi, je suis super contente, et donc l'homme va nous donner la mission. Étant donné que c'est une mission compliquée et assez longue, je pense qu'il va nous donner 20 pièces d'or, c'est un peu à la louche. Je vais quand même tenter une négociation pour avoir un peu plus d'or. Et on va à nouveau faire un jet de persuasion. Alors quand je vous disais qu'on fait pas 2 fois pour le même, là c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même question ou le même jet de persuasion puisque c'est pour complètement autre chose. Là, la négociation de l'argent. Étant donné que le salaire est quand même très bon à la base, même si c'est une tâche qui est compliquée, je pense qu'on va mettre 15 pour la difficulté. On va croiser les doigts. Franchement, je pense pas que ça va marcher, mais qui ne tente rien à rien. C'est un 17, ah, c'est la joie. Et du coup, on recevra donc 25 pièces d'or à l'arrivée. L'homme arriva, vêtu d'une toge rouge qui traînait sur le sol derrière lui. Il s'arrêta et me jaugea. C'est pourquoi? Son haleine sentait l'alcool et le tabac froid. Je lui expliquai être là pour la requête, et il m'envoya paître. Hors de moi, je l'informai être le seul disponible du coin. Mes arguments le firent changer d'avis et il m'expliqua la mission. Je négociai la récompense et partis vers les camps de départ quand il me promit 25 pièces d'or en récompense. Alors, petite astuce pour le solo, on va préparer la table d'avancement pour cette partie. C'est quelque chose qui me sert à chaque fois. Elle est composée de 4 colonnes, donc pour les personnages, les objets, les lieux et les objectifs. Et du coup, on va noter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a croisé à l'intérieur. Et du coup, des fois, quand on tire des événements, en fait, ça permet de les connecter avec les différentes choses. Et du coup, de pas trop s'éparpiller dans la partie avec trop de quêtes différentes les unes des autres. Vous pouvez aussi facilement faire ça sur papier libre, hein, c'est juste 4 colonnes. Du coup, dans les personnages, on a moi. Ensuite, il y a le marchand que j'aimerais noter parce que pour moi, c'est un PNJ qui est important. Peut-être qu'il reviendra plus tard dans l'histoire, on ne sait pas. La table des lieux, j'aimerais mettre le campement départ. Alors normalement, je le remplis au crayon de papier pour pouvoir gommer quand quelque chose est complètement sorti de l'histoire. Là, je fais juste au stylo parce que pour vous, vous voyez mieux avec la caméra, mais voilà, comme ça, vous comprenez. Et dans les objectifs, l'objectif du moment, c'est d'amener les caisses, du coup, de l'autre côté de la montagne. Nous nous déplaçons donc en direction du campement et pour ça, on va tirer du coup en 3 sur la table des tourments. Donc là, il y a beaucoup plus de chances qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est un 4. Nous piochons donc une carte. La carte dit un personnage est manipulé par une personne ou par de la magie ou ce qu'on veut. Alors ça me fait penser à quelque chose. Je me dis que quand on arrive sur le campement, on a peut-être que des gens qui sont sous une doctrine religieuse autre que celle de mon personnage. Dans Donjons et Dragons, il y a beaucoup de divinités et de choses comme ça, donc ça peut être l'occasion, et il y en a peut-être une un peu sombre, un peu space, qui pourrait être sympa. Et puis surtout, ça va nous mettre de drôles de questions dans la tête de qu'est-ce qu'on est en train de transporter.
rentrée en fait. J'arrivai au lieu de rendez-vous et fus frappée par les tatouages dont les porteurs étaient affublés. Ils représentaient des yeux par dizaines. Je tins ma langue et après de nombreuses et rapides présentations, nous nous mirent en route. Ok, du coup maintenant, on attaque la quête dans le dur. On va accompagner la caravane avec les caisses de cargaison, du coup. Et pour les déplacements dans la nature, du coup, ce que j'ai tendance à faire, c'est de tirer par demi-journée. Une demi-journée correspond à un déplacement. Ça permet un peu de pouvoir suivre un flux un peu normal. Nous sommes actuellement en tournant 4. Nous étions sur 3, donc on tourne ça. Et on va lancer notre D6 pour voir combien de cartes on doit piocher. 3, c'est 2 cartes. Nous avons donc demi-tour, quelque chose vous force à rebrousser chemin et peut-être à passer autre part, et ennemi isolé. Une personne ou un monstre hostile vous attaque, le niveau de l'ennemi est équivalent au vôtre. Après plusieurs heures de marche en silence, un éboulement eut lieu sur la route. Un petit être rigolait en haut avec mesquinerie. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le livre avec les mobs. Encore une fois, je vais me tourner plutôt vers Dragon parce que je le préfère, mais Donjons et Dragons est bien aussi, c'est comme dit, juste rangé autrement. Et je vais me tourner sur Dans les ombres et je vais prendre le profil du bandit. Donc le bandit, il a un facteur puissance 1,8, c'est ce que je vous disais. Comme j'ai un niveau 1, c'est bien, ça va être plutôt équilibré. Vous voyez qu'il est un peu plus fort que le villageois qu'on a eu avant. Et nous allons faire notre petite battle map. Alors, moi je vois bien que la route était comme ça. Vous voyez, parce qu'on était en train d'avancer avec le chariot. Ici, du coup, on a de la montagne qui monte vers là. Et là, du coup, ça descend, bien sûr. Ici, on a l'éboulement qui a eu lieu. On va mettre un peu de mouvement sur quelques roches qui tombent comme ça, on se rend un peu mieux compte là que c'est comme ça. Et donc là, bien sûr, ça monte. Et on va mettre nos petits dés. Donc lui, il va être plutôt là en haut de la montagne et moi, je vais être plutôt en bas. On peut peut-être faire un petit dessin pour les caravanes. Alors, il tire à la main, il n'y a pas de chevaux. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, dans ma tête, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, pourquoi pas. Donc là, on a des petits êtres qui tirent. On dirait les voitures un peu. On va mettre ici un petit peu le dénivelé, du coup. Et nous sommes partis pour un combat. Alors, si vous vous rappelez bien, quelle est la première chose? L'initiative. Donc, on va lancer d'abord pour nous. On a donc 12 et plus 1 en dextérité, ce qui nous fait 13. Et maintenant, on va lancer pour le bandit. Lui, en dextérité, il a plus 1. Donc, ça fait 11 plus 1, 12. Donc, je passe d'abord. Donc, moi, puis le bandit. Il y a une petite subtilité ici quand même, c'est que moi, je suis en bas et que lui, il est en haut. Et quand un personnage est plus haut que l'autre, il a un avantage. C'est-à-dire que pour essayer de toucher, il va lancer 2 des 20 et il va prendre le meilleur. Et dans l'autre sens, si moi, je veux lancer quelque chose de là, bah, ça va être le contraire. Je vais lancer 2 des 20, c'est un désavantage, et je vais garder le moins bon. Donc la première chose que je dois faire, c'est de monter ici. Le souci, c'est que comme dit, ça grimpe beaucoup. Donc je vais pas pouvoir me déplacer de 6 cases comme sur un terrain plat. Je vais être sur un terrain difficile. C'est plutôt simple. Du coup, en fait, quand je vais me déplacer, il faut que je divise par 2 ma possibilité de mouvement. Donc si avant je pouvais faire 6 cases, je ne peux plus en faire que 3. Coup de bol, il n'est pas passé trop loin parce que bien sûr, il était placé là pour faire tomber les rochers. Et donc, je vais pouvoir me déplacer de 2 cases pour maintenant essayer de le frapper. Donc, maintenant que je suis collée à lui, j'ai utilisé mon déplacement. En vrai, il me resterait une case, mais là, j'en ai pas besoin. Je vais donc lancer mon dé pour toucher. Donc, on le lance, vous vous rappelez, et on ajoute la force et la maîtrise. Donc, moi, ça fait plus 5. Donc, c'est le dé plus 5. J'ai fait 1, donc ça ne va pas du tout. Il a une classe d'armure de 12 et je ne peux rien faire. C'est maintenant à lui. Sur sa fiche personnage, il est noté plus 3 pour toucher. Donc on va lancer et on va voir s'il touche. Il a fait 7, plus 3 ça fait 10 et il ne touche pas. Il peut pas vraiment se déplacer là parce que sinon il va prendre coup dans le dos de ma part puisqu'il s'est pas désengagé et il a utilisé son action qu'il a ratée. Donc c'est de nouveau à moi. Alors on est au niveau 1, du coup c'est normal, hein, les combats ils sont un peu je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, surtout entre un guerrier et voilà, au niveau 1, c'est un poil répétitif mais c'est normal, ça permet un peu d'apprendre les bases et puis petit à petit vous allez rajouter des choses dans vos combats. D'ailleurs je l'ai mis sur 1, on va le mettre sur 2, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On relance. Allez, que la chance soit avec moi, j'aimerais bien le toucher. 19, ça touche même sans les bonus, très bien. Et maintenant, on doit lui faire, vous vous rappelez, 2d6 plus 3, 3 étant ma force. Donc 3 plus 2, 5, plus 3, 8. En termes de vie, il a 11. Donc 11 moins 8, ça fait qu'il reste 3.
C'est un bandit, il est tout seul. Pas étonnant qu'il essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, mais moi je pense que logiquement il doit pas être complètement isolé, il doit avoir des potes pas trop loin. Donc pour moi ce qu'il va faire, étant donné qu'il a plus que 3 points de vie et qu'il est un peu en train de pétocher, vous voyez ce que je veux dire, il va vouloir prendre la fuite. Donc ce qu'il va faire pour son tour, c'est que plutôt que d'attaquer, il va essayer de se désengager. Donc pour se désengager, on dit simplement « j'utilise mon action pour me désengager ». Donc je ne vais pas pouvoir le taper dans le dos. Et après, il va fuir. Il se déplace lui aussi de 3 cases. Donc normalement, il a le droit à 6 comme moi, mais il est lui aussi en terrain difficile. Donc il est soumis aux mêmes problématiques. Étant donné qu'on a la même vitesse, moi je me dis qu'il serait beaucoup plus intelligent, surtout au niveau 1, de pas lui courir après, parce qu'à mon avis, s'il arrive à rejoindre ses potes avant que je l'arrête, c'est compliqué. En plus, j'ai pas d'arc sous la main. C'est peut-être une bonne idée à acheter au prochain village. Mais du coup, je vais plutôt retourner avec la caravane, déjà pour continuer à les protéger, parce que je veux pas trop m'éloigner d'eux, et aussi parce qu'il serait peut-être intelligent de mettre en place une petite stratégie, c'est-à-dire que dorénavant, c'est moi qui vais être à la tête de la caravane. Je vais peut-être mettre quelqu'un qui s'est sifflé à l'arrière, ça pourrait être malin. Comme ça, si quelqu'un approche, il peut prévenir l'ensemble du groupe. Et j'aimerais aussi, étant donné que j'étais dans la garde, leur expliquer quoi faire si on se fait attaquer, par exemple de se mettre en rond autour des chariots, ça peut être une solution. Enfin voilà, j'aimerais creuser là-dedans. On est sur une quête d'accompagnement, on n'est pas là pour faire du tapage bête et méchant. Je me dis que amener un petit peu de gestion peut être très intéressant. Bien sûr, à mon avis, ça va pas se finir comme ça, et il est complètement logique maintenant d'écrire bandit dans la table des personnages, parce qu'il y a moyen qu'ils se soient rendus compte que du coup le groupe n'était pas tout faiblard et qu'il y avait un accompagnement, donc ils vont peut-être eux-mêmes se réorganiser de leur côté. On va s'arrêter ici pour ce petit exemple de partie jouée un peu en direct avec vous, comme vous avez pu le voir. J'aime bien du coup écrire un petit peu, puis poser des questions à l'oracle, piocher des cartes, voir un peu ce qui se passe, et puis raconter un peu à ma sauce. Alors bien sûr, vous pouvez plus ou moins romancer en fonction de vos préférences à vous. Je vous avoue que quand je suis toute seule, j'écris un petit peu plus, et j'ai tendance à plus savoir j'écris, je tire, j'écris, je tire. Là, le fait que je doive vous expliquer ce que je fais, j'essaye de faire des textes un peu plus condensés, histoire que ce soit plus digeste pour vous. Mais comme vous l'avez remarqué, il n'y a rien de sorcier, tout est faisable, et même si c'est pas parfait, rappelez-vous que ce n'est pas grave, vous jouez pour vous jouez pour vous amuser. S'il y a des erreurs, on s'en fout, franchement, tout le monde s'en fiche. J'espère de tout cœur en tout cas que cette vidéo, si vous aviez envie de débuter dans le JDR et que vous vouliez commencer avec Donjons et Dragons, que vous étiez un peu perdu devant les ressources, le matériel, etc., que tout ça a pu vous aider, que vous allez réussir à passer ce premier cap de lancer une partie pour que vous puissiez avoir des années de jeu devant vous, que ce soit sur celui-là et même sur d'autres que vous découvrirez plus tard, parce que vous verrez quand on met le pied dedans, ça ne s'arrête jamais. Encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à passer sur Discord, sur la communauté. On est là pour aider les nouveaux joueurs. C'est normal de poser des questions, on est tous passés par là, on a tous débuté un jour. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres passionnés, partager vos parties, et puis tout simplement, voilà, papoter autour de notre loisir chéri. Si cette vidéo vous a permis de vous lancer pour la première fois, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir que ça a pu aider quelques personnes. Dans le cas où vous voudriez voir plus de parties, j'ai un actual play qui s'appelle Armin sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir actuellement 2 épisodes qui sont aussi en 5E, donc ça peut peut-être vous aider à voir un peu comment je joue sur un autre type d'aventure. Je vais donc vous laisser là parce que cette vidéo a été incroyablement longue. Bravo à ceux qui sont encore là maintenant, vous êtes très courageux. Vous pouvez mettre une émote avec une horloge dans le chat, comme ça on voit ceux qui sont là jusqu'au bout des vidéos infinies. Et moi maintenant, je vais vous laisser, je vous souhaite plein de courage pour vous lancer. Vous allez y arriver, vous avez vu, c'est pas sorcier. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant que vos aventures soient épiques.